Le meilleur moment pour débuter une activité physique, c'est quand on est petit. Et le deuxième meilleur moment, c'est tout de suite. Ce n'est pas faire de l'activité physique qui est bon pour la santé, c'est ne pas en faire qui est mauvais. Donc en fait, au bout d'un moment, quand on n'a plus assez de muscles, on rentre dans la dépendance. Tu peux effectivement, à tout âge, réussir à gagner un peu de muscle, réussir à gagner un petit peu de force. Si aujourd'hui vous nous regardez et vous ne faites pas d'activité physique, vous êtes une Twingo un peu rouillée, peut-être un peu poussiéreuse dans le garage, mais si petit à petit vous remettez en mouvement, vous sortez cette Twingo un peu poussiéreuse, la poussière va s'enlever, la rouille va s'enlever et puis vous pourrez rouler plus longtemps et puis vous pourrez rouler plus vite. Réfléchissez à quelle activité vous voulez faire parce que l'activité que vous faites maintenant, elle détermine l'état dans lequel vous serez dans quelques années. Il faut prendre du temps pour son activité physique, sinon un jour il faudra prendre du temps pour être malade. Ça, c'est plus possible. Il faut chercher à réaligner notre environnement avec le fonctionnement de notre corps. On a un environnement qui nous détruit, c'est nous qui l'avons construit et on continue de le développer. Donc en fait, on n'a absolument pas compris nos erreurs. Pourquoi nous, êtres humains, c'est si difficile de faire de l'activité physique? Alors ça, les neuroscientifiques ont très bien répondu à cette question. Pourquoi ces gens-là, ils marchent énormément? Parce que ces gens-là, ils connaissent les études scientifiques. Et en fait, ils savent que plus tu marches, plus tu as de bienfaits pour ta santé, mieux c'est. La notion d'effet dose de l'activité physique. Les statistiques sont que 80% des personnes qui débutent la course à pied se blessent dans l'année. Parce qu'ils vont trop vite, trop fort, après avoir fait trop longtemps, trop peu. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se blessent en course à pied. La course à pied, c'est un sport qui a mauvaise presse. Le fait qu'à chaque foulée, il y ait ces impacts, pour plein de personnes, ça va tasser le dos et ça va user les genoux. La course à pied n'use pas les genoux, n'use pas les cartilages. Salut Raph. Salut Kev. Merci d'être venu sur la chaîne YouTube pour une interview. Donc on va parler d'activité physique, on va essayer de se poser les bonnes questions pour la santé. Alors, histoire vraiment d'introduire un petit peu le sujet, pour toi, est-ce que tu penses qu'à un moment, c'est trop tard pour reprendre l'activité physique? Il faut comprendre qu'il n'est jamais trop tard pour débuter une activité physique, ça c'est vraiment très très important. Le meilleur moment pour débuter une activité physique, c'est quand on est petit, et le deuxième meilleur moment, c'est tout de suite. Ce qu'il faut, voilà, si on se souvient, moi je suis bien placé pour le savoir en ce moment, quand on est au monde et quand on voit un bébé, il est plein de graisse, il est dodu, il a très peu de muscles. Et puis petit à petit, il va se développer, il va apprendre à se retourner, après il va ramper, après il va marcher à quatre pattes, assis, puis debout, etc. On va continuer de se développer après à l'adolescence et en fait, on va se muscler avec tous ces processus-là. Ce qui fait qu'à peu près vers 30 ans, on va avoir ce qu'on appelle son pic de masse musculaire, c'est-à-dire la quantité maximum de muscles qu'un être humain va avoir. Donc on part à peu près de 0 au moment de la naissance, enfin on a un peu de muscle, mais en tout cas on va en acquérir jusqu'à nos 30 ans. Et après, malheureusement, passé 30 ans, cette quantité de muscle, elle va diminuer au cours du temps. Donc à partir de 30 ans, c'est le déclin. À partir de 30 ans, malheureusement, autant pour toi que pour moi, c'est le déclin. Donc tu es en train de me dire que j'ai déjà entamé fortement le déclin? Non, pas tout à fait justement. Okay. Donc tu vois, ce déclin, effectivement, là où ça devient problématique, c'est qu'au bout d'un moment, quand on n'a plus assez de muscles, on passe un certain seuil, et une fois qu'on passe ce seuil, on rentre dans la dépendance. Parce que quand on n'a plus assez de muscles, on ne peut plus ouvrir une bouteille d'eau, on ne peut plus ouvrir un pot de confiture. C'est des choses que, voilà, on nous a tous demandé, une grand-mère, une tante, etc., si on ne pouvait pas ouvrir une bouteille d'eau. Donc après, on va par exemple ne plus avoir assez de force pour porter sa valise ou pour porter ses courses, et puis après, peut-être plus tard, pour se lever de sa chaise ou sortir de son lit. Donc en fait, au bout d'un moment, quand on n'a plus assez de muscles, on rentre dans la dépendance. Mais cette courbe, justement, que je viens de t'expliquer, qui est pratiquement à 0 quand on est, le sommet à 30 ans et qui après redécroît, ben c'est à chacun de faire en sorte qu'elle ait une autre allure. Donc cette décroissance, on peut faire en sorte que ça diminue moins vite, ou ça peut se stabiliser, ou on peut l'augmenter aussi au cours du temps. Donc ça, c'est voilà, c'est libre à chacun. Moi, je me souviens d'un patient qui avait 102 ans, je pense que c'est mon patient le plus âgé. Je dis, je me souviens d'un patient, mais il est toujours vivant, sauf qu'aujourd'hui, il en a 103. Donc je ne le vois plus en soins, mais je le croise de temps en temps. Et donc lui, il est venu me voir parce qu'il se rendait compte qu'il avait plus de mal à se lever de sa chaise. Et que quand il marchait avec son déambulateur, il sentait qu'il avait un peu moins d'équilibre. Et il était un peu moins solide sur ses jambes, donc on peut
reconnaître ça, c'est déjà pas mal quand même à 102 ans ce qu'il continue à faire, mais il voulait que ça aille mieux. Donc ça, c'était une super démarche de sa part. Et donc on a travaillé, on a fait des exercices, on a remusclé ses jambes, etc. Et du coup, après, il pouvait se lever plus facilement de sa chaise et il marchait en étant plus solide sur ses jambes. Donc ça montre bien qu'à n'importe quel âge, on peut avoir un gain. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai vu à 102 ans, on a eu un effet, mais je l'aurais vu à 90, on aurait eu un effet encore meilleur. À 80, encore meilleur. À 70, ça aurait été formidable. À 60 ans, ça aurait été merveilleux, etc. etc. Ouais. Donc voilà, ça, faut vraiment bien l'avoir en tête. C'est vraiment jamais trop tard pour débuter. Ouais, parce qu'en plus, ça me fait penser à ce que tu dis. Finalement, plus on va avoir un sommet qui sera haut aussi, à 30 ans, finalement, plus on va potentiellement capitaliser aussi sur ce sommet. Donc Bien finalement, sûr. avant 30 ans, ça reste ultra sensé. Et même après, pour finalement incliner la pente et faire en sorte qu'elle soit la plus progressive possible. Ouais. Mais ce qui est fou, c'est qu'avec ton patient, là, tu as même réussi finalement, même après 30 ans, finalement, à faire en sorte que cette courbe, à un moment, elle revienne un peu dans l'autre sens et qu'elle reparte, pour pas qu'elle reparte trop à la baisse. Tout à fait. Tu peux effectivement, à tout âge, réussir à gagner un peu de muscle, réussir à gagner un petit peu de force. Comme je te l'ai dit, c'est aussi corrélé à l'âge de la personne. Donc ça, c'est sûr. Si je l'avais vu plus tôt, on aurait eu un meilleur effet. Mais bon, à 102 ans, quand même, avoir cette démarche d'aller mieux, c'est assez exceptionnel, déjà. Mais comme tu l'as dit, on a ce pic à 30 ans. Donc c'est pour ça quand même que tout ce qu'on va réussir à faire avec nos enfants, avec les adolescents, etc., pour les faire bouger, pour qu'ils acquièrent une masse musculaire plus importante, effectivement c'est primordial parce que plus ils partent de haut, plus quand ils commencent à en perdre, plus il en reste à l'arrivée. Ouais, okay. Voilà. L'autre notion qui peut être intéressante aussi, c'est que ce qu'on peut se dire, c'est qu'au cours de cette décroissance, à chaque fois qu'on a un accident de la vie, c'est comme si on descendait verticalement sur la courbe. Par exemple, on se fait une fracture, on est alité, on ne bouge pas, on est hospitalisé, etc. Boum, on descend d'un étage. Donc après, il faut vraiment tout faire pour remonter d'un étage. Ouais. Alors, vu qu'on a un petit peu introduit le sujet, je vais te laisser te présenter et je vais aussi te laisser présenter la chaîne YouTube que tu animes avec GG, parce que c'est une super chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne, donc GG et RAF. C'est une chaîne de santé où vous faites intervenir du coup des pros de santé, des chercheurs, des scientifiques, pour parler de leur discipline et d'avoir un peu leur input sur justement la santé et comment bien vieillir. Du coup, je m'appelle Raphaël, je suis kiné du sport et ostéopathe. Et effectivement, avec un ami et collègue à moi, Jérôme, donc GG, on a créé une chaîne YouTube. Donc cette chaîne YouTube s'appelle de manière très originale GG et RAF. Et dessus, notre but, c'est de donner des clés pour améliorer sa santé après 50 ans. On trouvait que ce n'était pas forcément une population qui était très bien représentée sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des choses extraordinaires, traverser la Manche à la nage, faire un ultra Ironman, etc. Mais on trouvait qu'il manquait un peu des clés et des conseils pratiques pour cette population-là. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de le faire. Et c'est effectivement dans ce cadre-là qu'on s'est connus. Oui. Parce que notre but, c'est d'essayer d'inviter les meilleurs experts pour parler d'une problématique de santé. Donc tu es venu pour parler perte de poids chez les gros mangeurs, pour parler des effets du sucre sur le corps notamment. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est connus. Et voilà, on essaie effectivement de faire en sorte que les personnes aient des clés pour bien vieillir. Donc ça peut dire des choses très différentes suivant les gens. Ça peut vouloir dire continuer à faire ce qu'on veut, quand on veut, au cours du temps. Continuer à voir les gens qu'on aime, continuer à faire ce qu'on aime. Ça peut vouloir dire continuer à faire les loisirs qu'on aime, voyager, etc. Et ça peut aussi vouloir dire rester le plus longtemps chez soi et éviter de rentrer dans la dépendance. Ouais, ça je pense que c'est ultra important. Ouais. Et finalement, toi, qu'est-ce qui t'a mené à devenir kiné? Ça, c'est toujours un truc... Ça, tu sais, c'est le truc assez classique, plus jeune. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai une maman qui a passé du temps à me trimballer à droite, à gauche aux activités sportives avec mon frère. Et donc, j'ai eu la chance de faire beaucoup de sport plus jeune. Ma mère et mes parents ne sont pas spécialement sportifs, mais ils ont eu cette volonté de nous transmettre ça. Et du coup, j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai toujours fait beaucoup de compétitions. Et donc, c'est vrai que attiré par la santé, je suis assez naturellement rentré dans ce processus de vouloir être kiné. Mais au début, plus par le prisme du sportif, peut-être un peu de haut niveau, de la performance, etc., vu que c'est ce que j'aimais. Et au cours de mes études, et puis quand je suis sorti, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça qui m'intéressait, notamment pour deux raisons majeures. La première, c'est que le sport de haut niveau et la santé, j'ai appris que c'était deux choses qui étaient malheureusement incompatibles. D'accord. Et ensuite, le sport de haut niveau, c'est vraiment chercher à optimiser tous les détails pour faire en sorte que peut-être on arrive à améliorer la performance de 1% en optimisant absolument tous les gains marginaux, etc.
Et en fait, je me suis rendu compte que, d'une manière un petit peu feignante, si on prend monsieur et madame tout le monde, et c'est pas du tout péjoratif, c'est juste des gens qui ne font pas du sport pour gagner leur vie. Voilà, on peut faire du sport sans être un sportif de haut niveau et en étant monsieur et madame tout le monde. Moi, je suis monsieur et madame tout le monde. Je me suis rendu compte qu'avec ces gens-là, en faisant très peu de choses, en activant très peu de leviers, on pouvait avoir un retentissement énorme sur leur vie et on pouvait vraiment modifier leur quotidien, parce que quand tu es professionnel de santé et tu es bien placé pour le savoir, le but, voilà, c'est d'avoir d'impact sur la vie des gens, c'est de se lever le matin en se disant qu'on va être utile et qu'on va améliorer le quotidien de certaines personnes. Ouais. Et puis que ces modifications vont perdurer dans le temps. Parce que toute modification ça c'est un truc que je dis souvent dans mes cours, mais c'est, je pense, aussi vrai pour ta profession que la mienne, une modification qui est à court terme n'a absolument aucun sens. C'est comme pisser dans un bidon, ça sert strictement à rien. C'est vrai. À part peut-être casser le bidon. Alors maintenant, en fait, on entend partout à la télé, pour votre santé, bougez plus, etc. Vraisemblablement, ça doit être bon pour la santé, mais ça n'a pas toujours été le cas finalement. Quand on reprend un peu l'histoire de l'activité physique et du sport, on se rend bien compte que c'est pas ce qu'on disait il y a peut-être 50 ou 100 ans. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est évident que bouger, c'est bon pour la santé. Il y a toutes les campagnes de publicité, de sensibilisation, de prévention, et c'est vrai qu'on l'entend de plus en plus. Mais comme tu l'as dit, ça n'a vraiment pas du tout le temps été le cas. Si on se replace en 1973, donc il y a 50 ans, à peu près, un peu plus, on a cette phrase qui est assez connue, où on a demandé à Churchill le secret de sa longévité. Parce que Churchill, c'est quelqu'un qui a vécu 90 ans, et donc à peu près vers 80 ans, on lui a demandé le secret de sa longévité. Et il a répondu « No sports, just whiskey and cigars ». Donc pas de sport, juste du whisky et des cigares. Et en fait, s'il a cette réponse provocante, c'est pas par hasard, c'est parce qu'au même moment, il y a un scientifique qui s'appelle Jeremiah Noah Morris, justement, qui a fait une étude révolutionnaire. Ce qu'il a fait, c'est que lui, il s'est intéressé à l'entreprise de transport en commun londonienne, et il a comparé deux populations, les conducteurs de bus. Donc les conducteurs sont assis du matin au soir, ils conduisent le bus, ils bougent absolument pas, et les contrôleurs de bus. Donc les contrôleurs de bus, ils contrôlent le ticket des passagers du bus, donc ils passent de passager en passager, de bus en bus, et de ligne de bus en ligne de bus. Donc eux, ils bougent tout le temps et ils ne s'assoient jamais. Donc en fait, il a comparé l'état de santé de ces deux populations et il s'est rendu compte que les conducteurs de bus, ceux qui restaient assis, avaient 2 fois plus de chances de faire un infarctus, d'avoir une maladie cardiaque. Et quand ils avaient cette maladie, ils avaient 2 fois plus de risque de décéder. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc effectivement, pour le coup, ça a été une vraie révolution parce que lui, il avait cette intuition, mais c'était absolument pas quelque chose qui était dans l'air du temps à cette époque-là. Et puis ce qu'il faut rappeler, là où il a été très smart dans son étude, c'est qu'il s'exonère du levier social en prenant finalement 2 métiers qui sont très proches, où finalement les personnes vraisemblablement ont le même niveau social, donc à peu près les mêmes loisirs, à peu près tout ce qui finalement ça permet aussi de s'exonérer de ce biais qu'on aurait pu avoir si on comparait des populations qui seraient complètement différentes. Oui, parce que maintenant on a plein de leviers statistiques pour mettre ça de côté avec des calculs mathématiques complexes, mais lui il n'avait pas ça à cette époque-là et en fait il a réussi avec les 2 populations qu'il a choisies, donc c'était génial pour l'époque. Ouais. Du coup il décide d'aller encore plus loin parce qu'effectivement il a eu cette intuition qui a commencé à se vérifier et donc il veut aller encore plus loin. Et donc ce coup-ci il va se placer dans un autre cadre où il va aller voir les postes londoniennes. Et il va comparer les guichetiers, donc ceux qui sont derrière les guichets, du matin au soir, qui donnent les lettres, qui vendent les timbres, qui donnent les colis, etc., du coup qui ne bougent pas, et les postiers, donc les postiers qui font la tournée pour distribuer le courrier, donc les lettres, les colis, etc., soit à pied, soit à vélo. Il va comparer les 2 populations, il va avoir exactement les mêmes résultats, c'est-à-dire que les postiers ont 2 fois moins de chances d'avoir une maladie cardiaque, que les guichetiers. Que les guichetiers, et donc les guichetiers, quand ils ont une maladie cardiaque, ils ont 2 fois plus de chances de décéder. Okay. Donc en fait, il retombe sur les mêmes résultats, donc en fait, il confirme les résultats qu'il a eu précédemment, et il va faire une 3e étude, enfin il va encore en faire d'autres, mais une 3e qui est marquante, c'est qu'il reprend sa première population de conducteurs et de contrôleurs des bus, et ce coup-ci, il va comparer également la taille des vestes, la taille des pantalons, et il va se rendre compte que les conducteurs ont des tailles de vestes et des tailles de pantalons qui sont supérieures. Et donc là, on commence à voir le cercle vicieux, nous qu'on connaît très bien aujourd'hui, mais encore une fois, pour cette époque-là, c'était vraiment génial, entre le surpoids, les maladies cardiovasculaires et le risque de mourir, le risque de décéder. Ouais.
Voilà, donc ça c'est les travaux de Jeremiah Noah Morris. Aujourd'hui, on connaît bien le secret de Winston Churchill. Pourquoi est-ce que son secret de la longévité, pourquoi est-ce qu'il a vécu longtemps? C'est parce qu'en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, d'accord, il buvait peut-être du whisky et il faisait pas de sport, mais en fait, il a énormément marché pour soutenir le moral des troupes pendant la Seconde Guerre mondiale, donc soit dans Londres, soit auprès de ses soldats. Donc c'était quelqu'un qui a beaucoup marché. Donc il a eu un capital musculaire très important à un moment, en tout cas. Voilà, en tout cas, il a fait des choses qui étaient bonnes pour sa santé, c'est sûr. Ouais, donc ça change un peu l'idée de l'activité physique comme étant nécessaire pour rester en bonne santé. Et il y en a même qui vont plus loin, parce que je sais que vous avez interviewé professeur Carré, qui lui va même plus loin, et il dit en fait il faudrait qu'on change de discours. Tu pourrais nous dire un petit mot sur ça? Effectivement, il explique qu'il faut changer de paradigme, mais il a totalement raison. Il dit ce n'est pas faire de l'activité physique qui est bon pour la santé, c'est ne pas en faire qui est mauvais. Ouais. En fait, il fait le parallèle avec la cigarette. Et c'est vrai, on peut faire le parallèle avec la cigarette. Ce n'est pas ne pas fumer qui est bon, c'est fumer qui est mauvais. Ouais. Donc effectivement, il faut que tout le monde ait ça en tête. Et ce que ça veut dire, c'est que si aujourd'hui vous nous regardez, vous n'êtes pas malade, mais en fait vous ne faites pas d'activité physique, alors on peut considérer que vous n'êtes pas en bonne santé. Parce que finalement, certes vous n'êtes pas malade, mais ça c'est la partie visible de l'iceberg. Ouais. Mais en dessous, il se cache la partie qui est invisible de l'iceberg. Et peut-être qu'il y a une maladie latente qui est en train de se mettre en place, ou en tout cas il y a les effets de la sédentarité ou de l'inactivité physique qui plus tard vous amèneront à être malade. Donc c'est vrai que ça c'est très important d'avoir ces notions-là en tête. Ouais. Puis c'est surtout aussi l'idée que c'est pas un instant T, parce qu'on peut très bien être entre guillemets se considérer comme en bonne santé à un instant T, mais ce qu'il faut c'est envisager du long terme. C'est-à-dire que dans 5, 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qui va se passer? Et effectivement, moi je donne souvent l'idée de la roulette russe, mais parce que c'est une bonne idée. Je préfère jouer avec très peu de balles dans le barillet que de jouer avec beaucoup de balles dans le barillet, parce qu'il y a un moment, malheureusement, quand on va faire tourner le barillet, il y aura une balle au bout du truc, quoi. Donc la probabilité de décéder de façon prématurée, elle sera beaucoup plus importante. Tu as raison, on peut voir effectivement les effets à court, à moyen et à long terme d'une activité physique. Quand on bouge aujourd'hui, on prépare l'état dans lequel on sera en fin de vie. Ça c'est clair, il faut l'avoir en tête. Il y a cette notion d'espérance de vie, à quel âge est-ce qu'on va mourir? Et il y a cette notion d'espérance de vie en bonne santé. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'heure actuelle, l'activité physique, c'est le premier facteur pour déterminer notre espérance de vie en bonne santé. Ça, c'est quand même hyper important parce que... C'est fou même. Ouais, c'est quand même fou, parce qu'à l'heure actuelle, on a une espérance de vie, on va dire qui est aux alentours de 80 ans, ça dépend du sexe, un peu plus pour les femmes, un peu moins pour les hommes. Mais on a une espérance de vie en bonne santé qui est aux alentours de 65 ans, 66 ans. Donc en fait, l'espérance de vie en bonne santé, ça veut dire jusqu'à quel âge vous vivez sans que votre vie soit impactée par des problèmes de santé. Jusqu'à quel âge vous vivez en bonne santé, dans un état qui vous permette de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on travaille, et en fait, quand on arrive à la retraite, en fait, on est malade. Et on ne peut plus tellement en fait, profiter de notre retraite. Alors ça, c'est des statistiques. Il y en a, ça ne va pas être le cas. Il y en a, ça arrivera avant. Il y en a, ça arrivera après. Mais voilà, je pense vraiment qu'il faut qu'on fasse le maximum, nous, en tant que professionnels de santé, pour faire en sorte que cette espérance de vie en bonne santé, elle se recule. C'est vraiment notre travail. On doit rentrer en guerre contre ça. On doit donner le plus d'outils, de pistes à tout le monde pour repousser cet âge-là. Oui, parce que en fait, ce qui serait top, c'est que l'espérance de vie colle avec l'espérance de vie en bonne santé. Et donc là, il y a quand même 14 ans à les gratter, hein. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Alors moi, je peux te dire que j'ai aucun patient, et toi comme moi, et les gens qui nous regardent, qui vont vous dire, moi je veux vivre le plus longtemps possible, quitte à être allongé sur un lit, inconscient et branché de partout. Enfin, ça intéresse personne. Non, on est d'accord. On est tous prêts à mourir, on a dit que l'espérance de vie c'était 80 ans, on est tous prêts à mourir à 70 si on a une super vie jusqu'à 70. Hein. Ouais. On est tous d'accord là-dessus. Donc en fait, ce qu'il faut augmenter, c'est cette espérance de vie en fait en bonne santé. Hein. Ça, et je pense que c'est quand même de notre travail à chacun en tant que professionnel de santé. Parce que quand on voit qu'à l'heure actuelle, il y a des messages qui, toi, moi, nous paraissent évidents, ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait que faire de l'activité physique, c'est pas bon pour la santé, c'est ne pas en faire qui est mauvais. Moi, quand j'ai des patients qui sont surpris d'apprendre ça, qui sont choqués, moi, je suis choqué qu'ils soient choqués. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas fait notre travail, ça devrait être évident. Tout le monde devrait avoir ces notions-là en tête. Donc voilà, il faut qu'on travaille là-dessus et qu'on fasse en sorte de diffuser ces informations. Ça doit commencer déjà à l'école. Ça, ils en parlent bien, quoi. Ils essayent de mettre en place. Mais c'est vrai que quand on arrive à l'âge adulte, on a cette idée que ce qu'on faisait petit, en fait, on faisait du sport petit. C'est ça qu'on ne se rappelle pas non plus à l'école. Et qu'il y a des gens à l'âge adulte qui finalement se disent, on n'en fait plus. Alors moi, j'ai eu ce truc d'en faire petit, d'en faire à l'université.
puis d'arrêter, parce que j'étais adulte, entre guillemets, j'avais une vie professionnelle, et du coup de me dire, non, je commence à avoir des problématiques, moi c'était de lombalgie en l'occurrence, et torticolis très fréquents, où je me suis dit, mais Kevin, oui, alors j'ai 37 ans, pour ceux qui ne savent pas, je me suis dit, si je commence déjà à avoir mal au dos maintenant à 37 ans, mais je vais finir comment si j'arrive jusqu'à 70 ? Et je me dis, ma vie sera invivable. Donc c'est là où effectivement j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à tout ça et de me dire, non, l'activité physique doit être remise au centre aussi de ma vie. Et après, il y a plein de manières d'y arriver. Et du coup, ça m'amène à l'autre question, c'est la différence finalement entre sédentarité et inactivité physique. Parce qu'on confond souvent les deux, et puis il y a des stats qui sortent où 95% de la population française serait à risque de sédentarité, et on se dit, attends, 95% c'est énorme, alors que forcément il y a des gens qui font du sport. C'est deux termes qu'il est important de définir. Ouais. D'un côté, on a la sédentarité, et de l'autre, on a l'inactivité physique. La sédentarité, c'est le fait de rester longtemps assis. Comme nous là, quoi. Comme nous là, tu vois, c'est exactement, on essaie de transmettre un bon message pour la santé des gens, et ce qu'on est en train de faire, c'est mauvais pour notre corps. Parce qu'effectivement, il faudrait faire en sorte qu'on ne passe pas plus de 7 heures par jour assis. Okay. Alors faites le compte, 7 heures, on y est énormément, on y est très très rapidement. Déjà, les heures de travail, la plupart des gens travaillent face à un bureau, face à un écran, on est assis. Les transports, les repas, les loisirs, regarder un petit film après manger le soir, enfin, on est très rapidement à 7 heures. Donc ça, il faut vraiment essayer de réduire son temps passé assis, et il faut essayer de faire en sorte que les plages ne soient pas trop longues, faire en sorte qu'on n'ait pas plus d'une heure, vraiment maximum pas plus de 2 heures immobile sans bouger. Il n'y a pas besoin dans ce cas-là de faire des énormes choses, mais simplement se lever, faire quelques mouvements, 30 secondes, 1 minute et se rasseoir, ça permet de casser la sédentarité, et ça c'est très important. Parce que la sédentarité, malheureusement, c'est toujours pareil, ça augmente votre risque de tomber malade et ça augmente votre risque de décéder, de mourir prématurément. Donc je comprends mieux pourquoi ma petite montre, des fois elle me dit « levez-vous ». Ouais, mais bien sûr, ça peut être un super outil en fait. Okay. D'accord ? Je pense qu'on vit dans un monde avec de plus en plus de technologies, etc. Il faut qu'on trouve un moyen de réaligner notre environnement quand même avec notre mode de vie, et ça c'est un outil, je pense, qui est très important. Okay. Donc tu vois, d'un côté on a cette sédentarité, et de l'autre côté on a l'inactivité physique. Et l'inactivité physique, c'est le fait de ne pas faire de l'activité physique. C'est le fait de ne pas bouger, de ne pas faire de mouvement. Alors, pas faire de sport. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on utilise le mot sport, c'est pas forcément exactement la même chose, etc. C'est vrai, mais je pense que ça permet quand même d'imager pour les gens un peu Voilà, on peut faire du sport, mais on peut également bouger, on peut faire de la marche, etc. Mais il faudrait atteindre ces 30 minutes par jour. Okay. Ces 30 minutes par jour qui peuvent être fragmentées. 3 fois 10 minutes, c'est quelque chose qui est possible. Et si on voit qu'on n'a pas le temps de faire ces 30 minutes, on peut aussi se dire, ok, je fais un quart d'heure, par contre tout ce que je fais, je le fais très rapidement. Donc je vais marcher très vite, quand je monte des escaliers, je vais les monter très vite, et j'essaie de jouer sur ce critère de l'intensité. Okay. Et donc ça, je sais que c'est également très bon pour la santé. Tout à l'heure, sur la sédentarité, j'ai dit qu'il faudrait essayer de rester pas plus de 7 heures assis. Si on a des gens qui nous écoutent, qui ont fait le calcul et qui sont à 12 heures, ces gens-là, ils se disent, bon, il est gentil, il m'a dit de passer 7 heures, moi je peux pas. Par rapport à mon temps de travail, etc. C'est impossible. Alors ce que je voudrais dire à ces gens-là, c'est que déjà s'ils arrivent à réduire d'une demi-heure le temps passé assis, et qu'ils remplacent ce temps, cette demi-heure assise par une demi-heure d'activité physique, ils réduisent leur risque de décéder de 15%. Ce qui n'est déjà pas négligeable. Ce qui n'est pas négligeable, d'accord ? Donc ces gens-là qui sont assis 12 heures ou plus, il ne faut pas qu'ils essayent de viser tout de suite 7 heures, parce que la marche est trop grande, ils n'arriveront jamais à tenir ça dans le temps. Mais déjà, essayer de réduire d'une demi-heure et de remplacer cette demi-heure, par exemple, par de la marche ou n'importe quel autre mouvement. Donc ça, c'est important. Ensuite, si on repart sur l'inactivité physique et la sédentarité, ce qui fait que du coup, après, comme c'est deux choses différentes, on peut tout avoir comme combinaison. Moi, je travaille près de grands bureaux, donc en fait, je vais avoir plein de patients qui vont être jeunes, qui vont faire de l'activité physique, du sport par exemple, ils vont faire 1 heure de sport le soir, tous les jours, donc c'est super. Ils estiment qu'ils sont hyper sportifs, et ils sont plutôt très sportifs, mais ils passent 8 heures par jour assis. Donc en fait, ils sont sportifs, mais sédentaires. Ouais. Et les bienfaits ne se compensent pas intégralement. Okay. D'accord ? Donc ça, c'est important. Vous pouvez être très sportif, mais si vous passez énormément de temps assis, vous aurez quand même des effets néfastes de la sédentarité sur votre corps et sur votre santé. Donc voilà, il faut essayer vraiment de joindre les deux. Ça, c'est hyper important. Puis c'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a cette idée que si on fait 1 heure de sport par jour, et ben finalement, on est forcément sportif. Et donc, par défaut, on n'est pas sédentaire. Et en fait, il faudra quand même se rappeler, du coup, c'est 2 choses différentes. On peut être sportif sédentaire ou sédentaire sportif, et au même titre qu'on peut être finalement pas sportif,
mais pas sédentaire non plus. Oui, tout à fait. Ouais. Quelqu'un qui ne ferait pas spécialement d'activité physique, mais qui bouge, qui se lève dans son travail, etc. Bah, voilà, Il est on pas en a sportif, plein, par mais- exemple, tu vois, moi, dans le milieu médical, une infirmière, Mhm. etc. Elle a un travail où elle va beaucoup bouger, donc Ouais. si en dehors de ça, elle ne fait pas spécialement d'activité physique, bah, elle aura un travail où elle ne sera pas sédentaire, mais elle sera quand même inactive. Ouais. Et donc, elle aussi, pour prendre l'inverse, elle aura des effets négatifs sur sa santé liés à son inactivité. Ok. Ouais, donc ça, faut quand même bien segmenter les deux, et en fait, on peut jouer sur les deux tableaux. Moi, tu vois, en t'entendant parler là, sur les 12 heures de sédentarité, je me disais, bah, alors, je suis peut-être pas à 12 heures, mais j'ai un métier où je suis assis. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je me dis, bah tiens, quand je passe, et je le fais spontanément, je m'en rends pas compte, mais quand je passe un coup de fil, j'ai tendance à me mettre debout et à me balader dans la maison, ou à me balader dans le bureau. Il faut bouger. Donc ça, c'est déjà une première piste qu'on peut faire, c'est se dire, bah, quand on a un coup de fil, maintenant on a tous des écouteurs sans fil, etc., on peut se balader, et ça, du coup, ça permet de lutter contre la sédentarité, de façon assez importante. Tout à fait. Ok, C'est une- donc ça c'est cool. Voilà. Donc finalement, qu'est-ce que toi tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait débuter une activité physique? Moi, ce que je conseillerais, déjà, je lui dirais que c'est une très bonne chose. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a des périodes de la vie où peut-être certaines personnes faisaient de l'activité physique, à d'autres, elles ont arrêté. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre, ça je veux vraiment insister là-dessus. Et il n'est jamais trop tard pour bénéficier des effets positifs de l'activité physique. On en a parlé au début, mais ça, vraiment, faut le marteler parce que c'est hyper important. Il n'y a aucun moment où c'est trop tard, il n'y a aucun moment où ça vaut plus la peine de le faire. Ce que je conseillerais, moi, c'est un test simple pour les gens qui nous regardent, pour savoir par quoi commencer quand ils veulent débuter une activité physique. C'est de faire un test où ils essaient de monter le plus d'étages par le biais des escaliers et ils regardent combien d'étages ils arrivent à monter avant d'être essoufflés. Si ils peuvent monter 2 étages, mais après ils sont trop essoufflés, alors ils ont une capacité physique qui est mauvaise. Okay. S'ils peuvent monter 4 étages avant d'être essoufflés, alors ils ont une capacité physique qui est moyenne. Et s'ils peuvent monter 6 étages ou plus, alors ils ont une capacité physique qui est bonne. Qu'est-ce que c'est que la capacité physique? On en a un peu parlé tout à l'heure sans dire le nom que ça avait, sans la mentionner. C'est le premier facteur qui détermine votre qualité de vie en fin de vie, c'est-à-dire quel confort vous aurez lors de votre fin de vie. Ce qu'il faut bien comprendre avec cette capacité physique, c'est que le seul moyen d'améliorer votre capacité physique, ça va être de bouger, ça va être le mouvement. Vous pouvez mieux manger, vous pouvez mieux dormir. Si vous ne bougez pas plus, vous n'améliorerez pas votre capacité physique. Les médicaments, moi je ne suis pas du tout anti-médicaments, les médicaments ils sont très importants, mais les médicaments ils vous permettent de bouger mieux, de mieux bouger sans douleur pour pouvoir augmenter votre capacité physique. Ils ne remplacent pas le mouvement, ça c'est hyper important. Cette capacité physique, elle est également indépendante de l'âge et indépendante des pathologies de la personne. C'est-à-dire que c'est valable pour un enfant de 10 ans comme pour un papy de 90. Okay. D'accord? Donc dans les deux cas, ça déterminera votre qualité de vie en fin de vie. Quand j'ai dit que c'était indépendant des pathologies, ce que ça veut dire, c'est que si on prend 2 personnes, 2 hommes de 55 ans, si on en prend un qui a eu un cancer de la prostate et un accident cardiaque, mais qui est soigné, et qui a été sensibilisé au mouvement et du coup qui va faire sa petite marche tous les jours, etc. Et du coup qui a une par rapport au test que j'ai donné, il arrive à monter 4 étages avant d'être essoufflé. Lui, il a une capacité physique du coup qui est moyenne. Mmh. Et si on le compare avec une autre personne qui a le même âge, je crois que j'ai dit 55 ans, c'est ça? Ouais, on pourrait partir sur 55 ans. Ouais. Un homme de 55 ans qui lui n'a pas eu de pathologie, donc lui il est passé en travers toutes les gouttes. Pas de cancer. Nickel, lui il a eu vraiment de la chance. Par contre, il a un mode de vie qui est très sédentaire, lui, il ne va pas marcher tous les jours, etc. Et donc, au test que j'ai donné, il a une capacité physique qui est mauvaise. Donc 2 étages. 2 étages. Okay. Et bien lui, même s'il n'a pas de pathologie, etc., on sait que à cause de cette notion de capacité physique, il aura une espérance, une qualité de vie en fin de vie qui sera moins bonne que celui qui a eu ces pathologies, mais qui a eu une capacité physique qui est moyenne. Ok, ouais, donc ça c'est important de se dire finalement, plus j'ai une capacité physique qui est importante, plus j'aurai une qualité de fin de vie qui sera bonne. Voilà, moi, mon seul objectif avec mes patients, et ça doit être le seul objectif des gens qui nous regardent, c'est de faire en sorte qu'ils peuvent monter plus d'étages. Ouais. Voilà, je dois pouvoir monter le plus d'étages possible sans être fatigué. Okay. Comment est-ce que je fais pour augmenter ça? Pour améliorer ça, en bougeant, en montant encore plus d'étages et en m'entraînant à monter des escaliers. Use it or lose it. Ce que j'utilise au niveau de mon corps, je l'entretiens. Ce que je fais plus, je le perds. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez face... Là, moi, je suis venu ici enregistrer, donc j'ai pris le train. Quand on arrive dans la gare, quand on tombe face à un escalier,
Il y a plein de gens qui prennent l'escalator. Non, il faut vous dire c'est une chance. Parce que là, je vais pouvoir avoir de l'activité physique en fait, sans que ça impacte ma journée. Parce qu'à la fin de ma journée, le temps que j'ai gagné sur l'escalier par rapport au temps que j'aurais peut-être gagné, c'est même pas sûr, sur l'escalator, en fait, il est nul. Ouais, donc vous avez... On ne gagne pas de temps sur l'escalator. Moi, souvent, je m'amuse à regarder, ça, c'est mon petit kiff à moi. Je vois tout le monde qui monte l'escalator. Et vu que dans l'escalator, on monte dessus et on s'arrête, moi, vu que je monte les marches à côté, en règle générale, j'arrive au pire en même temps que la personne avec qui j'ai entamé le début, voire souvent, j'arrive avant lui. Ouais, donc chaque escalier que vous rencontrez, en fait, c'est une chance. Prenez-les parce que ça va justement faire lancer le sablier des 30 minutes d'activité physique par jour dont on a parlé au début, sans que ça impacte votre journée. Et si jamais c'est dur de le faire, alors il y a des cadres avec pathologie, etc. Dans ce cas-là, on va voir un professionnel de santé. Mais si c'est difficile, dites-vous que vous avez d'autant plus besoin de le faire. Parce que use it or lose it. À force de le faire, ça sera moins difficile. Par contre, si c'est difficile et que vous arrêterez, alors dans un mois, vous ne pourrez plus les monter. Ce n'est pas que ça sera plus difficile, c'est que ça sera impossible. Ouais, donc pour éviter que ça devienne impossible, il faut le stimuler dans la vie de tous les jours. C'est obligatoire et ça passe que par ça. Ouais. Puis après, quand on raisonne un peu, on se dit... Moi, j'essaie toujours de ramener un peu aussi une vision, on va dire, de l'homme qui a évolué, qui est devenu l'homme qu'on est aujourd'hui. La machine qui nous compose, qui est le corps humain, c'est une machine qui est faite pour bouger. Elle est ultra efficace pour le mouvement. Quand on voit les rendements en watts qu'on a du corps par rapport aux distances parcourues et puis qu'on compare ça à des voitures, on se dit, en fait, on est ultra efficace. Et en fait, du coup, notre machine qui est le corps humain, elle est faite pour être en mouvement. Il y a les travaux de Daniel Lieberman, qui est un anthropologue d'Harvard, paléoanthropologue d'Harvard. Lui, il a expliqué que l'homme était fait pour courir, mais il allait encore plus loin. Il estime que l'homme a évolué grâce à sa capacité à courir et qu'il a survécu grâce à sa capacité à courir. En fait, ce qu'il dit, c'est que il y a X millions d'années, quand l'homme n'avait pas encore domestiqué le feu et qu'il n'était pas capable, du coup, de fabriquer des outils comme des lances, comme des haches, etc., son moyen de survivre pour chasser, pour se nourrir, c'était ce qu'on appelle la chasse à l'épuisement. Donc en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait en groupe, il trouvait une antilope, par exemple, et en fait, il la coursait et il courait après le plus longtemps possible. Il partait aux heures les plus chaudes de la journée, et au bout d'un moment, cette antilope, elle avait besoin de reprendre son souffle, elle était épuisée, il l'avait coursée peut-être sur 60 km, et au bout d'un moment, elle était carbonisée parce qu'elle n'avait plus de moyen de faire refroidir sa température corporelle. Et dans ce cas-là, l'homme, qui est beaucoup plus adapté à la fois pour la course longue distance, contrairement à ce que plein de gens pensent, et pour résister également à la chaleur, là aussi, plein de gens pensent l'inverse, mais c'est pas vrai, parce qu'on transpire notamment, etc. Et donc en fait, il pouvait tuer cette antilope avec un bâton taillé, en fait, avec des outils rudimentaires. Et c'est comme ça qu'on aurait survécu. C'est une belle théorie, je trouve. Et si on pousse plus loin, Daniel Lieberman, il a montré par plein de points anatomiques à quel point on était fait pour courir et à quel point on avait été sélectionné pour ça. Et d'ailleurs, on fait partie des mammifères les plus endurants au monde. À l'heure actuelle, si on fait la course avec une antilope, je pense que l'antilope, effectivement, elle peut s'arrêter, fumer la cigarette et nous attendre. Sauf qu'à cette époque-là, c'était pas le cas. D'accord ? On court pas vite. Usain Bolt, il se ferait battre par un lapin. Vraiment. Par contre, on court super longtemps. Et voilà, il y a différentes choses. On a un ligament au niveau de la nuque qui nous permet d'avoir notre tête qui est bien stable quand on court et qui ne bouge pas à droite à gauche comme un lapin, un cochon d'Inde, si ça parle à certains. On a des fessiers très forts. Les singes n'ont pas des grosses fesses. On a des muscles fessiers qui sont très forts. On a un long tendon d'Achille pour avoir un système de ressort, de restitution d'énergie. On a la même chose sous le pied avec la voûte plantaire pour pouvoir restituer de l'énergie et effectivement avoir une course qui nous coûte peu, c'est exactement ce que tu as dit. On transpire, donc ça, si on a des animaux, on voit que c'est pas trop le cas pour beaucoup. Donc on peut refroidir notre température corporelle. Voilà, il y a tout un tas de choses en fait qui font et qui prouvent que on est fait pour courir. En fait. On est fait pour le mouvement. Typiquement, ceux qui ont des chiens, vous vous êtes déjà aperçu que le chien, quand il fait chaud, il est... Parce que lui, sa seule manière de refroidir son corps, c'est par la respiration et non pas par... du coup la transpiration comme nous on a. Oui, tout à fait. Donc on a des mécanismes qui sont très spécifiques et qui finalement nous comme du coup la théorie le dit, vraisemblablement, nous poussent à être de très très bons endurants. Mais ça, c'est ce que tu as dit quand même, cette notion de l'environnement, elle est capitale, c'est-à-dire qu'en fait on a un environnement pour lequel on n'est plus adapté, on a un environnement qui nous détruit, c'est nous qui l'avons construit et on continue de le développer. Donc en fait on n'a absolument pas compris nos erreurs et on n'est absolument pas prêt à changer. Donc ça c'est quand même dingue parce que on a été sélectionné, comme on vient d'en parler,
par la sélection naturelle, hein, c'est Darwin. On a survécu parce qu'on avait certains critères qui nous ont permis de survivre. On peut détailler ces critères. Et en fait, maintenant, notre environnement a totalement changé, mais on a toujours ces critères-là. On est toujours fait pour courir, on est toujours fait pour être en mouvement, etc. Sauf qu'on est dans un environnement qui nous protège et qui nous amène du confort tout le temps. Donc on n'est pas fait pour fonctionner dans cet environnement-là. Notre corps, c'est nocif, l'environnement dans lequel il est. Si vous prenez votre télé et que vous cherchez à l'allumer et à la regarder dans l'eau, dans votre piscine, ça ne va pas bien se passer. C'est exactement ce qu'on fait avec notre corps. Ouais. Et du coup, ça m'amène à la question de pourquoi nous, êtres humains, c'est si difficile de faire de l'activité physique. Autrement dit, pourquoi, quand on a le choix, on préfère toujours plutôt rester assis sur un canapé plutôt que de se dire, allez, on va aller courir un peu. Alors ça, les neuroscientifiques ont très bien répondu à cette question. L'effort avant une activité physique, on l'évite. L'effort pendant une activité physique, on le minimise. L'effort après une activité physique, on le survalorise. Okay. Donc je vais détailler les trois. Vas-y. L'effort avant une activité physique, on l'évite. Et ça va retomber sur les notions un petit peu d'environnement et de qui on était avant. Ce qui est très difficile, c'est de sortir de son canapé pour aller faire une activité physique. Parce qu'à ce moment-là, notre cerveau, à chacun, si on prend l'exemple de quelqu'un qui voudrait aller courir, il va nous envoyer une représentation comme quoi ce qu'on veut aller faire comme activité physique, ça va nous coûter en fait beaucoup plus d'énergie que ce que ce footing va véritablement nous coûter. D'accord ? Donc il veut absolument qu'on préserve notre énergie. Ça c'est hyper important et donc il fait tout pour faire en sorte qu'on évite et qu'on reste dans le canapé. C'est pour ça que ce qui est vraiment dur, c'est de se mettre en mouvement, c'est de sortir du canapé, de commencer l'activité. Ouais. Et c'est pour ça que pour que on n'aille pas courir, on n'aille pas se lancer dans notre activité, il va chercher à rationaliser. Il va nous dire non, il est trop tard. Non, t'es fatigué. Non, t'iras demain. Non, en plus t'as un peu mal. Voilà, on trouve toutes les bonnes raisons en fait. Donc la rationalisation pour toi c'est la fausse bonne excuse. Oui, ben bien sûr. Ouais. Bon, bah après, si je sais pas, il y a quelqu'un qui a de la fièvre, etc. Ouais, alors il y a des contre-indications à aller courir, on est d'accord. Voilà. Ouais, mais sinon, en fait, on cherche simplement, notre cerveau cherche simplement une excuse pour préserver son énergie et pour qu'on n'aille pas faire d'activité physique. Okay. Ensuite, on a dit, quand on est dans l'activité physique, l'effort, on le minimise. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est parti, qu'on est lancé, là, il y a ce switch qui s'opère et finalement, l'effort qu'on fait pendant notre activité physique, on s'en rend plus compte. Okay. C'est pour ça qu'on ne regrette jamais une séance qu'on a effectuée. Et c'est pour ça qu'en fait, une fois qu'on est lancé, on n'arrête jamais finalement. On a fini notre séance. Il n'y a jamais de mauvaise séance. Parce qu'on peut être en groupe, parce qu'on peut être dehors, parce qu'il fait beau, parce qu'on est avec des amis, parce qu'on a une libération d'hormones pendant qu'on bouge. Voilà. Enfin, il y a toutes ces raisons qui font qu'une fois qu'on est lancé, c'est gagné. On se rend plus compte, notre cerveau se rend plus compte de l'effort qu'on dépense. Okay. Et après, une fois qu'on a fini notre activité physique, l'effort, on le survalorise. Donc là, ça veut dire que l'activité physique, en fait, elle devient une sorte de médaille. On donne de la valeur à l'expérience, à ce qu'on vient de faire. C'est typiquement l'exemple quand on fait une randonnée. Okay. Quand on arrive au sommet d'une montagne, on trouve la vue absolument magnifique. Et cette vue, on la trouve absolument magnifique, enfin on la trouve d'autant plus magnifique que la randonnée a été longue, qu'il a fait chaud, qu'on était en plein soleil, que c'était dur. Okay. Voilà. Si cette vue, on l'avait eue simplement en sortant de chez nous tous les matins, en fait on la regarderait même plus. Mais là, voilà, vraiment, l'effort a donné de la valeur à l'expérience. Mais moi, je pense que ces trois états, ils sont très importants à connaître, notamment le premier. Parce que moi, ça m'arrive plein de fois, même si, par rapport, voilà, je suis quand même très sportif, il y a des gens plus sportifs que moi, mais je suis quand même très sportif. Il y a des fois, j'ai la flemme. Des fois, je suis dans mon canapé et je me dis, mais non, mais pas ce soir, je suis fatigué, j'ai pas envie d'y aller, j'irai demain. Et en fait, je me rappelle et je me dis, non, c'est normal, en fait, que j'ai cette sensation. Je suis pas flemmard. C'est normal que le cerveau, il m'envoie ce message-là. C'est normal que ça soit dur d'y aller. Par contre, si j'arrive à faire le premier pas, là, je sais que c'est gagné. Voilà. Et donc, moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ok. Voilà. C'est se raccrocher au fait que, oui, effectivement, c'est forcément difficile d'y aller, mais que finalement, une fois qu'on y est, globalement,
ce sera OK. Et c'est difficile pour tout le monde. Et c'est difficile pour tout le monde. Si tu veux, moi j'ai fait beaucoup de sport et du coup j'ai côtoyé des gens qui faisaient beaucoup de sport, qui étaient peut-être sportifs de haut niveau ou dont c'était le métier, etc. Il y a des jours, c'est comme tout le monde, ils ont la flemme. Hein. Ouais. Hein, Ouais. t'as même des sportifs de haut niveau qui n'aiment plus le sport qu'ils font, mais bon, ça c'est encore autre chose. Ouais. Mais voilà, c'est normal que ça soit difficile et c'est pas parce que vous n'êtes pas fait pour l'activité physique que c'est difficile. Non, c'est difficile pour tout le monde. Moi, des fois, une des manières que j'ai de pallier à ce côté, on va dire, flemme, alors ça va être déjà mon entourage, parce que des fois, je me dis, oh, j'ai pas envie, et puis quelqu'un à côté de nous dit, allez, si, on y va. Je sais que j'ai cette réaction, donc je me suis auto-analysé en me disant, je sais que c'est normal d'avoir cette réaction, mais une fois que j'y suis, après, je suis content. Ou sinon, des fois, c'est de rattacher quelque chose de ludique à l'activité. Tu vois, moi j'habite, on voit bien à travers la fenêtre, c'est un peu la campagne, de se dire, bah tiens, ça y est, c'est la saison des murs. Allez, on va aller se balader et on va ramasser des murs. Donc mon cerveau, je le fais se raccrocher à l'idée d'aller ramasser des fruits. Et en fait, vu que ça me fait kiffer, parce qu'après je me dis, bah voilà, je vais avoir des beaux fruits, on va pouvoir faire de la confiture, des trucs comme ça, et ben en fait, ça me stimule à le faire. Et en fait, c'est en me raccrochant à, on va dire, à la carotte du bout, que du coup je me lance. Ou tu vois, ça peut être l'hiver, ça peut être aller ramasser des châtaignes, ça peut être ramasser des champignons. Et en fait, d'avoir ce but. Ce but qui te donne de l'envie, bah finalement c'est aussi un déclencheur et qui te permet à pallier de ça. Mais c'est deux très bonnes stratégies. Déjà, le fait de faire ça en groupe, effectivement, quand il y en a un qui est moins motivé, c'est l'autre qui prend le relais, puis on a une obligation parce qu'on s'est engagé avec cette personne à aller faire quelque chose, etc. Donc ça, c'est une super stratégie. Donc moi, j'incite vraiment tout le monde à le faire. Et ensuite, en deuxième, tu as raison, parce qu'il y a trop de gens qui pensent que forcément, quand ils vont faire une activité physique, il faut que ça soit la finalité, il faut que ça soit dur, il faut que ça soit... que toute l'activité soit centrée autour de ça, qu'ils finissent en transpirant, etc. Non, on peut tout à fait coupler ça avec d'autres objectifs, avec d'autres notions de plaisir, avec le fait d'aller récolter des fruits ou marcher avec ses enfants ou aller voir tel paysage, etc. Ouais, je pense que c'est bien de pallier à ça et maintenant que du coup on en a conscience, c'est effectivement de trouver des stratégies pour finalement duper un peu le cerveau qui de base va nous dire non, reste là, tranquille. Alors du coup, ça me fait penser, est-ce qu'on sait pourquoi il y a des gens qui vont avoir une espèce de déclic à se lancer dans une activité physique? Ou est-ce que c'est vraiment juste un mythe, il n'y a pas de déclic? Ça, c'est la question auquel on aimerait tous pouvoir répondre. Ouais. Toi et moi, en tant que professionnels de santé, on aimerait réussir à motiver et à mettre en mouvement, en fait, que ce soit par l'activité physique ou l'alimentation, tous les patients qu'on voit. Alors non, malheureusement, on ne sait pas. Mais par contre, je voudrais insister sur quelque chose, c'est que dans notre vie, il peut nous arriver des événements qui vont être difficiles. Et d'autant plus après 50 ans où malheureusement on commence à avoir des premiers problèmes de santé plus graves. Avant on était malade, mais ça passait un peu tout seul, il n'y avait même pas besoin d'aller voir le médecin, etc. Des petites douleurs, mais des petits bobos, mais rien de méchant. Et quand même en vieillissant, on a des problèmes plus sérieux qui peuvent arriver. Quand on a un premier problème sérieux qui arrive, on peut être catastrophé au début, mais en fait, il faut se dire que ça peut peut-être être justement un déclic pour nous permettre de mettre quelque chose en place et on ne sait pas forcément sur quoi ça peut déboucher. Moi, je me souviens d'une patiente qui s'appelait Nathalie, qui avait 56 ans, et un jour, elle m'a dit « Raphaël, j'ai de la chance de m'être cassé la jambe. » Alors, c'est la première fois qu'on me disait ça et je ne m'attendais pas à ce qu'on me dise ça. Du coup, je lui ai demandé pourquoi, et en fait, elle m'a dit avant notre première séance, quand je me suis cassé la jambe, j'ai été catastrophée parce que je sais qu'à 55-56 ans, quand on se fait une fracture comme ça va être très dur de retrouver sa capacité physique. Elle adorait des longues randonnées l'été, ça va être difficile de retrouver cette capacité à beaucoup marcher. Elle avait pratiquement fait une croix sur ses longues randonnées en se disant je ferai des petites balades autour de ma maison de 20 minutes. Je vais avoir du mal à retrouver ma masse musculaire. Enfin voilà, elle était vraiment triste et elle angoissait pour le futur. Et en fait, elle m'a dit, c'est vrai que vous m'avez fait transpirer, que ça a été dur, que ça a été long, etc. Mais finalement, aujourd'hui, je suis arrivé à une capacité physique, pour prendre un terme qu'on a déjà mentionné, qui est supérieure à ce que j'avais avant. Alors, ça n'a pas été inné, ça ne s'est pas fait tout seul. Et au début, elle ne voyait même pas ce sur quoi on pouvait déboucher. Mais finalement, après la rééducation qu'on a suivie ensemble, elle était capable de faire plus que ce qu'elle pouvait faire avant. Et finalement, l'été suivant, elle a été capable de marcher autant, voire plus, qu'avant sa fracture, parce qu'on a travaillé, parce qu'il y avait peut-être certaines notions de renforcement musculaire qu'elle n'avait pas et qu'on a pu implémenter et qui ont été bénéfiques pour sa qualité de vie, pour ses activités, pour son confort, etc. Donc voilà, il faut bien essayer de se dire que des fois, quand tout va bien un peu dans notre vie, on ne se rend pas compte forcément des changements qu'on pourrait prendre.
Et quand on a certains désagréments qui arrivent, ça peut peut-être être le moment pour essayer de se poser les bonnes questions et pour voir si on ne peut pas essayer de faire évoluer notre quotidien et essayer d'améliorer la santé. Je trouve qu'il y a une légende, une histoire qui explique bien ça. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du vieux paysan avec son beau cheval blanc. Ah non, je la connais pas. Tu connais pas ça? Pourtant, je suis de la campagne, je devrais la connaître, le vieux paysan avec son cheval blanc, mais non. Alors, il y avait un paysan qui était très pauvre. Il vivait à la campagne, dans une ferme. Par contre, il avait un magnifique cheval blanc. Et donc, il y avait tous les villageois qui venaient le voir et qui voulaient lui acheter son cheval blanc, qui lui disaient « Mais t'es pauvre, t'as pas beaucoup d'argent, viens, on te l'achète. » Et ce vieux paysan, il disait « Non, non, mon cheval, il n'est pas à vendre, je le garde. » Et un matin, le paysan se lève et le cheval blanc a disparu. Et là, il y a tous les villageois qui viennent le voir et qui disent « Ah, ben tu vois, nous, on t'a proposé de t'acheter ton cheval, un bon prix, t'as refusé et maintenant, t'as plus rien. Donc, en plus d'être pauvre, t'as plus ton cheval. Et comment tu vas faire ?» Et donc, le vieux fermier il répond la même chose à chaque fois. Il dit « Écoute, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je n'ai plus mon cheval blanc, je ne sais pas, mais seul l'avenir nous le dira. » Quelques jours plus tard, il ouvre ses volets le matin, le vieux fermier, et là il voit qu'il y a son cheval blanc qui est revenu avec 7 autres chevaux sauvages. Il a 8 chevaux, il n'a rien demandé à personne, il a 8 chevaux. Là il y a tous les villageois qui viennent le voir, qui disent « Mais c'est incroyable, t'as 8 chevaux, etc. » Et donc là le vieux fermier, il répond « C'est vrai, j'ai 8 chevaux, mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. » Quelques jours après, il y a le fils du paysan qui essaye de monter un de ses chevaux sauvages. Ça se passe pas bien, il tombe, il se casse une jambe. Et donc là, il y a tous les villageois qui viennent voir le vieux fermier qui disent « Mais comment tu vas faire? Ton fils qui t'aidait pour les récoltes à la ferme, etc. C'est une catastrophe pour toi avec la jambe cassée, comment tu vas faire? » C'est vrai, j'ai mon fils qui s'est cassé une jambe. Est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Et là-dessus, dans le pays, il y a la guerre qui éclate. Et donc forcément, l'armée vient chercher tous les jeunes hommes en âge de se battre pour les mobiliser. Et évidemment, le fils du fermier qui s'est cassé la jambe ne peut pas être mobilisé. Donc là, il y a tous les villageois qui viennent voir le vieux paysan et qui lui disent « Mais t'as tellement de chance, nous, nos enfants, ils partent sur le front, on ne sait pas si on les reverra, et toi, ton fils, il reste auprès de toi. » Et le vieux paysan répond « C'est vrai, mon fils reste auprès de moi, mais est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas, seul l'avenir nous le dira. » On pourrait continuer longtemps. Ouais. Je pense que tout le monde a compris l'idée. Ouais. Mais voilà. Ce qui nous arrive, on peut en faire une force ou on peut en faire une force, on peut en faire une enfin voilà, ça peut être une faiblesse, mais on peut également en faire une force. Ce qu'il faut savoir, c'est comment réussir à transformer ça. Et quand on a quelque chose qui nous arrive, on n'est peut-être pas lucide à court terme pour savoir sur quoi ça peut aboutir. Moi, ça me fait penser à l'histoire que je te racontais au début. Moi, l'idée d'avoir mal au cou, la douleur a été un élément déclencheur en me disant non mais je veux plus le revivre. Et du coup, ça a été, on va dire, c'est pas un déclic, mais c'est un questionnement que t'as pas sur le coup, mais que tu te dis, en fait, finalement, je ne traite en permanence que la conséquence de mon inactivité et pas la cause. En fait, la conséquence, c'était je prends des anti-inflammatoires pour ne plus avoir mal, ça passe, et puis ça revient 2 mois plus tard. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça arrête de revenir tous les 2 mois, en fait? Et c'est là où, du coup, entre guillemets, ça a été le pseudo-déclic. Ça s'est pas fait en un jour, ça s'est pas fait du jour au lendemain, il fallait trouver le bon moment, il y a eu des échecs. Mais encore une fois, c'est comme toute bataille, c'est se dire on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Ça, c'est vraiment très intéressant parce que tu vois, tes douleurs de cou, elles étaient très handicapantes dans ta vie. Ouais. Elles te gênaient beaucoup, mais elles étaient absolument pas graves. Est-ce que tu comprends la distinction? Ah oui, clairement. D'accord? Pour les gens qui nous regardent, tu n'allais pas mourir de tes douleurs de cou. Non. Pourtant, elles étaient très impactantes, elles étaient chiantes, on va le dire clairement, mais tu n'allais pas en mourir. Et du coup, tu t'es mis à faire de l'activité physique pour gagner en confort, pour plus avoir ces douleurs de cou. Ouais. Mais en fait, en faisant, je crois que c'est des exercices de gainage, des choses comme ça que tu as faites, tu me l'avais dit, du coup, tu as également agi sur plein de choses qui agissaient en sous-marin et qui sont améliorées par l'activité physique, mais qui, elles, ne font aucune douleur. Le risque d'avoir un cancer, le fait d'avoir de l'hypertension, le fait d'avoir du diabète, etc. Et qui sont, elles, beaucoup plus graves, qui font pas mal, mais qui mettent en jeu ton pronostic vital. Ouais. Et c'est souvent la grosse problématique, c'est que souvent les pathologies vitales, au départ, ne font pas mal. Très souvent. Et que du coup, c'est pas un élément déclencheur pour nous, pour avoir ce côté déclic. Moi, j'explique ça très souvent à des patients. C'est une notion qui est très complexe et qui est très dure à comprendre pour eux, qu'il n'y a pas de proportionnalité entre l'intensité de la douleur
et la gravité du problème. Ouais. Tu te tapes l'orteil sur la table basse, ça fait très mal. Beaucoup plus que plein d'autres pathologies. D'accord? Ouais. Tu as un cancer latent du pancréas, tu vas très bien. Ouais, c'est ça, c'est... Juste au jour où ça explose, et là, ça va très mal. Ouais. Mais c'est asymptomatique pendant très longtemps. Ouais, c'est la grosse problématique de toutes nos pathologies chroniques, hein. C'est qu'elles sont asymptomatiques pendant des années et des années. Ah ben, je pense que si j'étais un petit dieu et que j'avais voulu faire la meilleure pathologie pour tuer le plus de monde, c'est exactement ce que j'aurais choisi comme procédé. Ouais. Un truc qui évolue à bas bruit, sans symptômes, sans douleur, le plus longtemps possible. Ouais. Et qu'au moment où on le découvre, c'est trop tard. Ouais. D'où l'importance, ça me fait penser, pour ceux qui nous écoutent, faites les dépistages, les différents dépistages qu'on peut avoir, une petite prise de sang de temps en temps. Si vous recevez une lettre où on vous dit venez passer une coloscopie, allez faire la coloscopie, allez faire la gastroscopie, parce que c'est à des moments où finalement qu'on va détecter des petites choses qu'on va retirer, il n'y aura pas de conséquences pour l'avenir. À l'inverse, si on attend qu'il y ait du symptôme, malheureusement, là ce sera trop tard. C'est hyper important ce que tu viens de dire, et tu sais, il y a cette notion qui est très provocante et qui dit... En fait, ne pas prendre soin de sa santé, c'est un comportement qui est égoïste. Parce que tu as plein de gens qui se disent « Non mais moi ça me regarde, ma santé, je m'en occupe, j'assumerai les conséquences, je fais pas les dépistages, etc. Mais j'assumerai, vous embêtez pas. » Mais en fait c'est pas vrai. Parce que si jamais tu as un problème de santé et que tu te retrouves au fond du placard, qui c'est qui va être triste? C'est tous les gens autour de toi. Si tu t'arrêtes un peu avant et que tu fais un AVC ou un infarctus, qui c'est qui va s'occuper de toi? Qui c'est les aidants? Ça va être ton entourage proche. Donc en fait, si tu le fais pas pour toi, bah en fait, fais-le pour eux. Ouais. Et tu vois, c'est un truc, c'est un élément déclencheur aussi, en tout cas dans ma vie, le fait de devenir papa, je pense que c'est un peu ton cas aussi. Des fois, tu envisages un truc où tu te dis, bah, en fait, j'ai une responsabilité vis-à-vis des autres, chose que quand on est plus jeune, on n'a pas, mais que le fait de devenir parent t'ouvre les yeux sur cette responsabilité de... tu te dois d'être entre guillemets en forme pour tes enfants. Et je trouve que l'enfant, c'est un truc qui matérialise vraiment concrètement. Moi, j'avais des examens médicaux que je devais faire depuis 2-3 ans et je les ai faits. Effectivement, je suis un jeune papa depuis que je suis papa, donc tu as totalement raison. C'est vrai. Mais c'est s'attacher à des trucs comme ça, des petites choses de la vie qui peuvent finalement nous stimuler et puis le renforcer petit à petit. Mais tu as raison, au-delà du fait que ça nous fait sourire, il faut prendre ces prétextes-là justement et s'en servir. Voilà, faut dire que ça nous permet au moins d'arriver à notre finalité, donc c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose, ouais. Alors, autre question cruciale, est-ce que toutes les activités physiques se valent? On va pas se faire des amis. Allez, ne nous sommes pas des amis. Ici, tu sais, on est sur une chaîne libre, on dit ce qu'on veut. Alors non, toutes les activités physiques ne se valent pas. Ouais. Faut détailler, il faut expliquer calmement, sérieusement. Quand je dis ça, ce que je pointe un peu du doigt, c'est les activités physiques douces. Ouais. Pilates doux, yoga doux. Okay. Qigong, tai chi, et il y en a d'autres. Il faut être très clair. Si vous aimez cette activité physique, continuez-la. Si vous ne faites pas cette activité physique, vous ne faites rien d'autre, continuez-la. D'accord? Ça a des bienfaits pour votre santé. Maintenant, il y a des choses qui peuvent être plus efficaces pour votre santé. Ça, il faut que ça soit clair. Et pour comprendre ça, il faut introduire la notion d'effet dose de l'activité physique. Qu'est-ce que c'est que l'effet dose? C'est la relation de proportionnalité entre une activité et un effet. L'alcool a un effet dose avec l'ébriété. Plus je bois, plus je suis saoul. Tout le monde connaît bien ça. Ça parle à tout le monde. Un effet dose, ouais, ok. L'activité physique a un effet dose sur la durée de l'activité. Ouais. Plus je fais de l'activité physique, plus j'ai de bienfaits pour ma santé. Et l'activité physique a un effet dose sur l'intensité. Plus l'activité que je fais est intense, plus j'ai de bienfaits pour ma santé. Et donc, ce que je reproche un peu à ces activités-là, c'est qu'elles ne soient pas assez intenses. Okay. Moi, je reconnais, un peu chagriné, un peu triste quand je reçois un patient au cabinet qui fait ses 3 heures de yoga par semaine et quand il monte les 2 étages pour arriver à mon cabinet, il est essoufflé par les escaliers. Ouais, c'est qu'en fait, on ne joue pas sur les mêmes capacités physiques. Voilà, et moi, je suis un peu triste et j'ai des exemples de personnes qui ont réussi, que peut-être j'ai sensibilisé, qui étaient prêts à changer, etc., à peut-être enlever une séance de yoga et à la remplacer par un peu de renforcement musculaire. Et ces personnes-là me disent après, ah bah oui, je monte plus facilement les escaliers. Ah bah oui, je suis moins essoufflé. Mais c'est sûr, d'accord? Parce que lié à cet effet dose, bah si on fait quelque chose de plus intense, il y aura plus de bienfaits pour la santé. Donc, je redis, si ces activités-là, elles vous plaisent, vous les continuez et elles vous apporteront plein de choses.
Par contre, si votre but est de vieillir dans les meilleures conditions possibles, si votre but est de préserver votre quantité de muscle au maximum, si votre but, si vous êtes ambitieux pour votre santé, alors réfléchissez à quelle activité vous voulez faire, parce que l'activité que vous faites maintenant, elle détermine l'état dans lequel vous serez dans quelques années. Donc du coup, c'est d'avoir un panel d'activités qui est à la fois des activités douces, pourquoi pas des activités modérées, et aussi, pourquoi pas, des activités intenses. Tout à fait. Okay. Et pour puis, vraiment jouer sur tous les tableaux, en fait. Voilà, donc on peut le voir comme ça, en jouant sur toutes les intensités. Et on peut le voir aussi, tu vois, si on range toutes les activités physiques sur une droite. D'un côté de la droite, on va mettre la musculation. On travaille nos muscles. D'accord ? On a un effort musculaire. Et à l'opposé, on va mettre les activités vraiment cardio, d'endurance, où on transpire, où on est essoufflé. Et là, on va mettre la course à pied, le vélo, la natation. Et après, on pourrait ranger comme ça toutes les activités physiques suivant leurs composantes plutôt musculaires et plutôt cardio. Mais c'est vrai que ça, c'est encore un autre aspect. Varier les intensités et si on peut, essayer d'avoir une pratique qui est complémentaire avec à la fois quelque chose qui sollicite vraiment vos muscles et à la fois quelque chose qui sollicite vraiment votre cœur et vos poumons. C'est vraiment les deux aspects qui vont être assez intéressants. C'est pas la même chose. Il n'y en a pas un qui remplace l'autre. Ok. Donc si on veut être complet, techniquement, autant tout faire. Autant tout faire. Ok. Alors, de manière, on va dire, très pratico-pratique, est-ce que tu pourrais me donner des indications en termes de fréquence pour l'activité physique, en termes d'intensité et en termes de temps pratique pour les activités finalement? Là, on a parlé de différents types d'activités. Mais sur toutes les activités, on peut appliquer les 3 critères que tu viens de mentionner. La fréquence de la pratique, le temps de pratique et l'intensité de la pratique. Quelqu'un qui décide de débuter une activité physique, on va détailler, on va lui expliquer comment il faut qu'il mette en place ces différents critères-là, quelle que soit son activité. La fréquence d'abord, parce que c'est l'élément le plus important. Il faut qu'il y ait une fréquence qui soit élevée dans la semaine, par exemple 3 fois par semaine. 2 fois, 3 fois, d'accord, ça c'est des bonnes choses, peut-être plus, mais au minimum 2-3 fois. Pourquoi ? Le problème, c'est que on a trop de personnes, par exemple, qui vont faire une activité qu'une seule fois dans la semaine, le dimanche. Ce qui se passe, c'est une fois que la personne a fini l'activité, le corps il va se dire « Ok, j'ai bien compris là, il s'est mis à courir, donc il va falloir que je renforce son corps pour faire face à la prochaine session de course à pied, que je me renforce en prévision de cette prochaine séance. » Donc il va investir de l'énergie pour renforcer les articulations, renforcer les muscles, renforcer les tendons. Le problème, c'est que si mardi, il n'y a pas une nouvelle séance de course à pied, mercredi non plus, jeudi, vendredi, au bout d'un moment, le corps il va dire « Oh, ça lui a pris une fois d'aller courir, je ne sais pas pourquoi, quelle idée il a eue, mais moi l'énergie que j'ai investie, parce que ça lui a coûté de renforcer les articulations, les muscles, les tendons, cette énergie, je vais la prendre et je vais la mettre autre part. Par exemple, faire de la graisse au hasard. Comme exemple, on pourrait citer. Comme exemple. Et donc en fait, ça va entraîner 2 choses. Ça fait que, d'une part, vous allez avoir assez peu d'adaptation, c'est-à-dire que vous allez assez peu progresser, par exemple, dans la course à pied, mais ça finalement, peut-être qu'on s'en moque parce qu'on parle que de santé depuis le début. Mais du coup, vous allez avoir les structures de votre corps, les tendons, les cartilages, les muscles, etc., qui vont peu se renforcer, qui vont peu s'adapter. Et donc, vous avez un risque de blessure qui est important. C'est pour ça qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on ait plusieurs fois ces stimuli d'activité physique dans la semaine. Ça, c'est hyper important et c'est hyper compliqué avec nos emplois du temps. Ouais. Mais ça permet aussi d'ancrer une habitude. Donc ça, c'est important. Le deuxième critère, c'est la longueur de la séance. La longueur de la séance, au début, il faut qu'elle soit courte. Donc ça, c'est bien pour nos emplois du temps. Ouais, ça c'est cool. D'accord ? Exactement pour les mêmes raisons. Parce que pour le moment, au début, on n'a pas des structures, on n'a pas un corps qui permet de supporter des longues séances de sport. Surtout si elles sont fréquentes dans la semaine. Donc on veut des séances qui soient assez courtes. Et au niveau de l'intensité, c'est exactement la même chose. On veut des séances qui soient peu intenses. Parce que le corps n'est pas capable de supporter. On a dit l'intensité, elle est très bonne pour le corps, on l'a dit. Mais pas trop tôt. Pas quand on reprend une activité physique parce que votre corps ne peut pas y faire face. Okay. Donc on aurait un risque de blessure trop important. Des séances fréquentes au tout début, mais courtes et peu intenses. Au bout d'un moment, quand on a digéré ça, on garde la même fréquence, mais par contre on augmente la longueur des séances. On essaie d'en faire un peu plus. On augmente très progressivement, mais on essaie d'en faire un peu plus, toujours avec une intensité qui est faible. Et troisième chose à modifier, c'est l'intensité. On garde la fréquence élevée,
On a des séances qui sont plus longues parce qu'on les a augmentées précédemment. Et maintenant, on va rajouter de l'intensité sur certaines séances. Ok. Pas sur toutes, mais sur certaines séances. Comme ça, on l'a dit, les bienfaits d'une activité physique intense. Tu l'as dit tout à l'heure, on balaie différents niveaux d'intensité. On est suffisamment fréquent pour que le corps s'adapte et on est suffisamment long également en temps de pratique pour avoir les effets positifs de l'activité physique. Alors, on va prendre un exemple concret. Je me pose la question à l'heure actuelle de potentiellement m'acheter un tapis de marche qui ferait aussi tapis de course. Je voudrais dans l'idée me remettre à la course. Donc qu'est-ce que toi tu me conseillerais, dans la mesure où je suis nul en course. J'ai eu fait en 2014 un 10 km, c'était il y a 11 ans. Depuis j'ai dû courir peut-être, 3 fois 30 minutes, peut-être un peu plus dirons-nous, mais dans l'idée c'est vraiment très caricatural, mais c'est un peu l'idée. Qu'est-ce que toi tu me conseillerais pour me remettre finalement à la course? Donc si j'ai bien compris, me dire ok je fais 3 fois du tapis par semaine. Et d'un point de vue durée, je me dis, bon, 30 minutes, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? C'est quoi le temps finalement que je me mettrais? Sachant que je me mettrais aux alentours de 10 km/h, ce qui est à peu près mon rythme, on va dire, naturel. Ce qui est sûrement une erreur. Ok, d'accord. On va détailler, je vais repartir un peu plus loin. Déjà, sur la course à pied, c'est un sport qui a mauvaise presse. Ouais. D'accord? Parce que le fait qu'à chaque foulée, il y ait ces impacts, pour plein de personnes, ça va tasser le dos et ça va user les genoux. Ce qui est faux ou ce qui est vrai? Il y a des chercheurs qui ont fait une étude et qui ont regardé les disques intervertébraux. Ouais. Donc, c'est les amortisseurs qu'on a entre nos vertèbres au niveau de la colonne vertébrale. Et ils ont regardé la composition de ces disques intervertébraux chez des gens qui ne couraient pas, chez des gens qui couraient 30 km par semaine et des gens qui couraient 50 km par semaine. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que plus on courait, plus les disques intervertébraux des personnes étaient résistants, étaient forts, étaient épais. Donc vraisemblablement dire que la course à pied ne tasse pas le dos. Ok. Voire même elle la renforce. Voire même elle la renforce. Ok. Ensuite pour les genoux. Autre étude, d'autres scientifiques ont comparé l'apparition de l'arthrose de genou, donc l'usure, enfin de l'arthrose au niveau du genou et au niveau de la hanche, donc l'usure du genou et de la hanche, chez des gens qui ne couraient pas, chez des gens qui étaient des coureurs récréatifs et chez des gens qui étaient des coureurs professionnels. Un coureur professionnel de nos jours, ça fait 200 km semaine, à peu près. D'accord? C'est des gens qui gagnent leur vie grâce à la course à pied. Ah, donc c'est des belles bêtes, quoi. Voilà. Ouais, okay. Moi, je tourne à plus ou moins 50 km semaine. Je suis un coureur récréatif. Okay. Et ils se sont rendus compte que ceux qui avaient le moins d'arthrose, c'était les coureurs récréatifs au niveau du genou et au niveau de la hanche. Après, c'était ceux qui ne couraient pas. Et très légèrement supérieurs, c'était les coureurs professionnels. 200 km semaine, okay. 4 marathons par semaine. Donc, la course à pied n'use pas les genoux ou la hanche, n'use pas les cartilages. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que... Je pars un peu loin dans mon explication, mais je répondrai à... Non, mais c'est bien, c'est parce que je pense qu'il faut mettre du sens et de la science de tout ça. Je répondrai à ton explication. Et on détaillera le cas pratique pour débuter la course à pied. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le corps, face à ces contraintes axiales, il ne s'use pas, il se renforce. Tu l'as dit, on a un dos en meilleure santé, on a des articulations au niveau des genoux et au niveau des hanches qui sont en meilleure santé. Parce que le corps, c'est un modèle qui est biologique, qui est opposé à un modèle mécanique. Votre voiture, c'est un modèle mécanique. Plus vous roulez avec votre voiture, plus au bout d'un moment, il faut changer les pneus. Ensuite, il faut changer les amortisseurs, ensuite, il faut remettre de l'huile, etc. Votre voiture, plus vous la soumettez à des contraintes, plus vous la faites bouger, plus vous la mettez en mouvement, plus elle se renforce. Si aujourd'hui vous nous regardez et que vous ne faites pas d'activité physique, vous êtes une Twingo un peu rouillée, peut-être un peu poussiéreuse dans le garage, mais si petit à petit vous remettez en mouvement, vous sortez cette Twingo un peu poussiéreuse, la poussière va s'enlever, la rouille va s'enlever, et puis vous pourrez rouler plus longtemps, et puis vous pourrez rouler plus vite. On va se transformer en Mégane, et puis voilà. Et après on va être un pas les voitures, voilà. C'est un peu l'idée, ouais. C'est bien. Et puis on continue comme ça, et puis à la fin, un sportif de haut niveau, finalement, c'est une Formule 1. Parce qu'il a adapté son corps. Son corps s'est renforcé en fonction de ce à quoi il le soumettait. Et ça, c'est hyper important à avoir en tête. Il y a un exemple qu'on connaît tous et qui explique très bien ça, c'est la musculation. Ouais. Tout le monde sait, c'est passé dans l'imaginaire collectif, dans les notions collectives, que si je prends un poids dans ma main, que je fais fonctionner comme mon bras comme ça en pliant mon coude, j'ai le biceps qui grossit. J'ai le biceps qui grossit. Donc le biceps, il s'adapte pour pouvoir faire ce mouvement avec plus de force.
Si j'étais un modèle mécanique, j'abîmerais mon bras en faisant ça. Ouais. Et ça, c'est pas le cas. Donc ça, voilà, tout le monde a ce schéma-là en tête. C'est exactement la même chose avec la course à pied. Un autre, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, il part dans l'espace. Thomas Pesquet, il a été sélectionné parce que physiquement, il a des capacités hors normes. Intellectuellement aussi. Intellectuellement également. On l'a entraîné pour qu'en plus, il soit physiquement hors norme. Ouais. Quand il est dans l'espace, il fait plein d'exercices physiques hyper évolués. Et pourtant, quand il revient sur Terre, il a perdu en muscles. En os. Il a perdu en os, sa densité minérale osseuse a diminué. Et on sait très bien que tous les cosmonautes, quand ils reviennent sur Terre, ils ont un risque très élevé, plus que n'importe qui dans la population, d'avoir une hernie discale. Parce que plus de contraintes. Parce que plus de contraintes. Alors que je suis sûr que tous les gens qui nous regardent, qui ont mal à droite, à gauche, ils se disent oh, moi j'adorerais aller dans l'espace. Ouais. J'aurais plus mal. Ouais. Je ne serais pas soumis à la gravité. Ça serait fantastique. Bah non. C'est C'est très mauvais pour le corps. Ouais. Donc en fait, votre corps, plus vous lui faites faire quelque chose, plus il devient fort, plus il devient spécialiste dans ce que vous lui demandez de faire. Mais du coup, le corollaire, c'est que si vous ne faites plus rien avec votre corps, il se détériore. Il devient spécialiste pour ne rien faire. Ouais. Donc si vous passez votre temps dans le canapé comme je suis là, mon corps il va devenir spécialiste, un expert pour rester dans le canapé. Donc pas besoin d'avoir des muscles, pas besoin d'avoir des articulations résistantes, pas besoin d'avoir des os solides. Okay. D'accord ? Donc déjà on a vu, si je reviens, la course à pied elle est bonne pour la santé. Ça, on est OK. On est bon, OK. Moi ce que je te conseillerais, toi qui veux débuter, c'est très bien, ça te fait une activité cardio. C'est une activité qui est gratuite, c'est une activité qu'on peut faire très facilement, on ne perd pas de temps à se déplacer, etc. Ouais, et tu fais à côté de chez toi, ou même là, moi l'idée ce serait de le faire avec un tapis de course. Mais il y a une efficacité qui est fantastique. Ouais. Moi, je viens d'avoir des enfants, je crois la 3e fois que je le dis. J'ai gardé beaucoup la course à pied parce que je ne perds pas de temps dans mon agenda. Ouais. Je te conseillerais donc de courir 3 fois par semaine, tu l'as dit. Ouais. Tu m'as dit que ça faisait je ne sais pas combien de temps que tu avais fait un 10 km. On considère en course à pied et dans tous les sports que quand ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait de pratique, je suis nul. On repart de zéro. Ok, donc je suis le novice qui part de zéro. Tu es le novice qui part de zéro. Okay. Et ça, c'est le côté le plus difficile à faire admettre aux gens. C'est pas grave. Ouais, mais t'es pas le novice à cause de tes capacités physiques. Je suis novice à cause de mon entraînement, qui est pas récurrent. T'es novice à cause de ce que ton corps pourra supporter face à ces contraintes. Ouais, on a dit que ces contraintes, elles étaient très bonnes, mais elles sont très bonnes quand elles sont appliquées progressivement. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se plaisent en course à pied, parce qu'ils vont trop vite, trop fort, après avoir fait trop longtemps, trop peu. Donc toi, le problème, c'est qu'au début, tu vas peut-être pouvoir avoir un certain niveau d'effort, parce que ton souffle, parce que ton cœur, parce que tes poumons te permettront de maintenir cette vitesse-là. Tu m'as dit 10 km/h, je te dis c'est une mauvaise idée. Ouais. C'est pour ça. Tu vas être capable de courir à 10 km/h. Ouais. Mais tes articulations, tes tendons, ils ne seront pas capables de supporter ces 10 km/h. Donc je suis déjà dans une intensité trop importante. Donc tu es déjà dans une intensité qui est trop importante. Okay. J'ai exagéré, peut-être que 10 ça irait, peut-être qu'il faudrait 9, peut-être qu'il faudrait 8. Ouais. C'est pas, voilà, c'est pas très fort. Mais c'est bien d'alerter les personnes pour éviter justement les blessures et en fait de ne pas s'adapter correctement. Et de repartir de zéro et de penser que la course à pied n'est pas pour soi, que l'activité physique n'est pas pour soi, etc. Et on a laissé passer le train de la motivation et on ne sait pas s'il reviendra. Donc, 3 fois par semaine. Ta première séance de course à pied que moi je te conseillerais, 5 minutes de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, 3 fois. 5 minutes de marche, le retour au calme. Donc ça fait 5 minutes de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, 1 minute de course, 1 minute de marche, 5 minutes de marche de retour au calme. Donc on est sur du 20 minutes, à peu près. Ouais, même pas, 16 minutes. 16 minutes. Ouais. Avec seulement 3 minutes de course à pied. Et moi tu me fais faire ça, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Moi quand je dis ça aux patients, ils me disent j'y vais en jean, hein. Je me change pas. C'est un peu l'idée, ouais. Mais... C'est un peu cette idée que j'ai aussi. Et ouais, mais le problème, et encore, on n'est pas sur du fractionné, c'est-à-dire que quand tu vas courir, on l'a dit, tu vas courir lentement. Ouais. Parce que ça, c'est très très important d'avoir en tête cette notion d'adaptation différentielle du corps. Toutes les structures du corps ne s'adaptent pas à la même vitesse. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment capital. Il faut imaginer une randonnée. Quand tu vas faire de la course à pied, tu vas soumettre un stress à différentes structures au niveau de ton corps. Ton cœur, tes poumons, tes muscles, le cœur étant un muscle, tes articulations, tes cartilages, tes tendons. Ce qui va se passer, il faut imaginer que ce groupe-là, il part en randonnée pour faire une expédition. Et au bout d'un certain moment,
si on prend une photo de ce groupe qui est parti en expédition, on va avoir des personnes qui vont être en tête, comme dans chaque randonnée. Et là, on va avoir le cœur, les poumons, les muscles. Eux, au cours de la randonnée, ils s'adaptent très bien. Ils vont très vite, ils supportent très bien l'effort. Et on va avoir d'autres structures au cours de la randonnée qui, eux, vont être à la traîne, vont être un petit peu lâchés, en tout cas vont avancer beaucoup moins vite. Et donc, on va avoir cet écart qui va se créer entre ce que tu vas pouvoir fournir comme effort, parce que ça, c'est le cœur, les poumons, les muscles, qui sont au début de la randonnée, du groupe de randonnée. Et on a ce que tu vas pouvoir supporter sans te blesser, et ça, c'est tes cartilages, tes tendons, tes articulations. Et donc, le problème, c'est que tu vas t'adapter, ton effort, tu vas pouvoir fournir de plus en plus d'efforts assez rapidement parce que les structures de tête, elles sont très vascularisées. Ton cœur, tes poumons et tes muscles, ils reçoivent beaucoup d'énergie par le biais du sang, beaucoup d'oxygène, donc ils vont progresser très vite. Par contre, les autres structures, elles reçoivent très peu de sang. Donc elles vont mettre beaucoup plus de temps à progresser. Donc tu en as qui vont progresser très vite, tu vas te dire je suis moins essoufflé, je peux courir plus, j'ai progressé. Et en fait, non, parce que les autres structures, elles mettent plus de temps à s'adapter, et elles n'auront pas encore comblé le gap. Ok. Donc c'est pour ça que du coup, parce que c'est vrai que, quand je t'écoute, je me dis, clairement, moi, tu me dis, ce que tu me proposes de faire, je me dis, c'est trop peu, entre guillemets, pour mon niveau. Alors, j'ai pas une surestime de mon niveau, mais c'est quand même, je trouve, assez faible. Tu vois, je m'étais dit, moi, allez, je cours 20 minutes. Alors que là, tu me dis, en fait, finalement, je vais courir que 5 minutes en tout. Mais parce que finalement, au niveau cardio-pulmonaire, je vais très vite m'adapter. Donc j'aurai l'impression que je pourrais fournir un effort qui est énorme. Et que, en fait, je vais vite évoluer vis-à-vis de ça. Par contre, tout le reste, comme tu me dis, ça va pas évoluer aussi vite. Et donc le risque, c'est que du coup, je me flingue le genou et que je me fasse mal. Alors même que j'aurais eu l'impression que... En fait, c'est parce que mon niveau cardio-pulmonaire me le permettait, alors même qu'eux, ils n'étaient pas encore adaptés. Tout à fait. Et c'est ça souvent, c'est pas à cause de ça que finalement la majorité des gens se disent la course c'est pas bon. Parce que la majorité des gens vont faire comme moi, je pense. C'est exactement ça. Trop vite, trop fort, après avoir fait trop longtemps, trop peu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est exactement l'exemple que tu viens de dire. Donc tu vois, première séance, tu cours 3 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Ouais. Si tout se passe bien, par exemple, tu as fait ça le lundi. Ouais. Le mercredi, on passe à 4. Okay. Le samedi, on passe à 5. Okay. Et comme ça, après, on continue d'augmenter très progressivement. Le point de départ, il n'a aucune importance. En fait, il est très dur, quand tu as un patient, comme moi j'ai quelqu'un qui vient me voir, de jauger la résistance de ses articulations et de ses tendons. Donc on préfère commencer plus bas et augmenter très progressivement. Au pire, peut-être que pendant 1 mois, je vais te faire courir à quelque chose de sous-maximal et donc tu n'auras pas spécialement de gain pour ta santé. Ah, peut-être qu'on a perdu 1 mois. Ouais, mais on va pas se baisser. Ouais. Ça fait 10 ans que tu fais rien. Je sais pas si on est à 1 mois près. Dit comme ça, clairement pas. On est d'accord. Et finalement, voilà, on commence quand même à renforcer tes articulations. Parce que même 1 minute de course, il y a au moins 170 foulées par minute. Ouais. Donc ça veut dire qu'au niveau de ton corps, il y a quand même eu beaucoup de contraintes. Ouais. On a dit ces contraintes, elles sont positives. Mais si elles sont appliquées de la bonne façon au niveau du corps. Donc c'est bien, comme ça me donne un petit peu aussi, moi, un truc à aller détailler et de faire correctement. Je te donnerai des conseils. Et s'il y a des gens qui veulent, on a un programme de course à pied sur la chaîne pour les gens qui veulent débuter la course à pied. Ok, voilà. Donc ça c'est cool. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de GGRF et allez prendre le truc si vous voulez faire de la course pour pas vous flinguer les articulations. Ça paraît être le truc tout simple pour tout le monde. Ouais. Et en fait, tout le monde tombe dans le panneau. Bah oui, parce que moi, tu vois, spontanément, je me serais dit, allez, go, j'y vais. Je m'achète un tapis, je me mets 20 minutes tous les matins. Et puis après, j'augmente, je passe à 30 minutes jusqu'à arriver à 1 heure en gardant du 10 km/h. Mais au final, si je fais ça, je vais droit dans le mur en fait. Les statistiques sont que 80% des personnes qui débutent la course à pied se blessent dans l'année. Ouais, 80% c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et il y en a moins de 50% qui reprennent. Ouais, parce qu'après, une fois qu'on a eu l'expérience que ça s'est mal passé, moi le premier, je ne vais pas y retourner. Je vais donner un exemple très concret, mais mettez les doigts dans les prises, vous voyez que ça se passe mal, vous arrêtez de mettre les doigts dans les prises. Ça paraît bête dit comme ça, mais... Le problème, c'est que ces gens-là, ils ont simplement eu un mauvais programme d'entraînement. Ouais, c'est ça. Tout trop, ouais. C'est ça l'élément déterminant dans le fait de se blesser ou pas de se blesser quand on débute une activité physique ou quand on débute la course à pied, c'est le programme d'entraînement. Alors, on entend beaucoup qu'il faudrait marcher, aller 10 000 pas par jour. Qu'est-ce que tu conseilles, toi ? Question qu'on me pose le plus. Ouais.
en soirée avec des amis, Ouais. avec des copains, combien de pas est-ce qu'il faut faire par jour pour être en bonne santé? Et je vais être honnête avec toi, je trouve que souvent, les gens, nous, qu'on reçoit sur la chaîne, les experts, etc., ont une réponse qui est hypocrite. Pourquoi cette réponse est hypocrite? Parce que finalement, ils vont donner un seuil, 6 000 pas, 10 000 pas, et après, quand on a coupé les caméras et qu'on parle avec eux en off, ils vont nous donner un chiffre qui est différent sur... Enfin, ils vont nous expliquer qu'eux, ils font 15 000 pas, 20 000 pas, 25 000 pas dans leur journée. Là, on a eu dernièrement quelqu'un qui marchait énormément. Ok. Pourquoi ces gens-là, ils marchent énormément? Parce que ces gens-là, ils connaissent les études scientifiques. Et en fait, ils savent que plus tu marches, Mieux plus c'est. tu as de bienfaits pour ta santé, mieux c'est. D'accord? Ok. Et à l'heure actuelle, on n'a pas de seuil où on se dit là, on marche trop, ça commence à être mauvais. Non, marcher 25 000 pas par jour, c'est meilleur que marcher 20 000 pas. Qui est du même meilleur que marcher 10 000. Qui est meilleur que marcher 10 000, qui est meilleur que marcher 5 000, Ok. qui est meilleur que marcher 1000, qui est meilleur que pas marcher. D'accord? Donc Ouais. plus vous arrivez à marcher, c'est bon pour la santé. Donc je pense que c'est ça le conseil qu'il faut donner, c'est qu'il faut inciter les gens à marcher plus que la veille. Quand on donne un seuil, je pense qu'on a tout à perdre à donner un seuil, parce que si on sait qu'à 6 000 pas, il y a pas mal de bienfaits pour la santé. Mm. Donc on entend beaucoup ça, faire 6 000 pas par jour, Ouais. ou 10 000, mais faire 6 000 pas par jour. Le problème, c'est que si moi je reçois un patient et que je lui dis faites 6 000 pas par jour, si le patient il a 1000 pas, il va me dire faire marcher 6 fois plus dans ma journée, prendre 6 fois plus de temps, la marche est trop grande. On n'arrivera jamais à combler ce gap. Donc en fait, je le perds. Si je dis à un autre patient marcher 6 000 pas par jour et que cette personne-là, elle marchait 10 000 pas par jour, ben là j'ai tout perdu parce qu'elle se dit, en fait, je suis large. Mais oui. Je suis large, je peux marcher un peu moins, je peux faire autre chose, je peux m'endormir un peu, etc. Et en fait, on l'a dit, marcher 10 000 pas par jour, c'est mieux que marcher 6 000. Ouais. Donc en fait, voilà, on a tout à perdre à donner un seuil. Ce qu'il faut, c'est inciter les gens à marcher plus aujourd'hui que ce qu'ils ont fait la veille. Ok. Je pense que le premier facteur important pour les gens qui nous regardent, c'est déjà de savoir combien ils marchent. Le petit téléphone. Petit téléphone, Ils nous le disent montre tous. connectée. Ouais. Voilà, je pense qu'ils le disent tous. Et s'ils ne le disent pas tous, on télécharge une application, un podomètre. Parce que Ouais, c'est facile. c'est facile. Moi, j'ai tellement de patients qui me disent « Ouais, je marche 4-5 000 pas. » On ouvre l'application, on est à 1 000, 2 000 pas. Il faut regarder la moyenne sur la semaine. Oui, Combien parce qu'il j'ai y a de des personnes jours, qui me disent « Ah, mais le samedi et le dimanche, je marche 10 000 pas. » Ouais, mais du lundi au vendredi, c'est 2 000 pas. Ce qui fait que la moyenne sur la semaine est ridicule. Et on en revient toujours à tout à l'heure, l'idée que il faut faire fréquemment plutôt que de faire juste une fois. Pour l'adaptation, au final, il faut que ce soit dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Sinon, ça n'a pas de sens. Sinon, ça n'a pas de sens. Ok. Donc voilà, il faut essayer d'avoir ça, votre moyenne. Ensuite, donc vous avez votre point de départ et ensuite, il faut voir comment vous pouvez essayer de l'augmenter. Donc on l'a dit, il faut prendre les escaliers, il faut essayer de descendre un peu avant au métro, là, votre arrêt de métro, finir à pied, peut-être aller marcher entre midi et 2, etc. Tout ça, c'est des exemples qu'on connaît tous, qu'on entend et qu'il faut appliquer. Mais je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut insister, c'est notre environnement de travail. À l'heure actuelle, on passe 7, 8, 10 heures assis, ça c'est plus possible. Ça, je pense que c'est vraiment plus possible. On ne peut plus arriver à la fin de sa journée, avoir passé autant de temps assis. Il faut que ce temps, on arrive à le mettre à contribution pour que ça soit de la marche et pour que ça soit bon pour notre santé. On a dit qu'on n'était plus aligné avec notre environnement. Il faut chercher à réaligner notre environnement avec le fonctionnement de notre corps. Et donc, ce temps au travail, faut passer par plusieurs étapes. Un bureau assis debout. Tu m'as montré, tu en as un. Moi, j'y suis passé. Hein. Ouais. Donc ça, c'est bien. Parce que déjà, on a commencé à travailler. Au bout d'un moment, on se met debout, on change de posture. Le problème, c'est qu'on reste quand même assez sédentaire debout. Parce que finalement, tu ne bouges pas tellement. Ah bah, je suis statique. Tu es statique. Ouais, mais je suis debout. Mais c'est pas mal. Ouais. Deuxième étape. Tu glisses un tapis de marche. Tu m'en as parlé. Ouais, c'est mon idée. C'est dans les bacs, ça va arriver. Ça va arriver, un de ces quatre, ouais. Tu glisses un tapis de marche. Là-dessus, le tapis de marche, on peut le mettre à 3, 3,5 km/h. Ouais. Bien sûr, on ne le met pas à 10, mais à 3, 3,5. Au début, tu vas pouvoir faire que des tâches un peu de visio, de call, etc. Mais avec de l'entraînement, au bout d'un moment, tu pourras taper à ton ordinateur. Ouais. D'accord ? Ça se travaille, mais à 3, 3,5, tu pourras taper. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à 3, 3,5 km/h, 2h15, tu as fait 5000 pas. 4h30, tu as fait 10 000 pas. Ouais, donc il va falloir quand même que je le mette souvent et longtemps en plus. Hein. Toute la matinée, genre, pour faire mes 10 000 pas. Ouais, mais tu Mais arrives qui à la fin de ta journée, Ouais, et je les ai faits. tu as fait 10 000 pas. Et dans la matinée, je m'en suis pas rendu compte. Quoi. Et tu t'en es pas rendu compte. Tes consultations de diète que tu fais en visio ou des choses comme ça, bah, go.
Ouais. Tu dis, les gens ont juste les gens, ah mais j'ose pas parce que je bouge un peu sur la caméra. Enfin, on fait des métiers, en plus nous de la santé, mais même n'importe qui. Dire, bah voilà, juste je bouge un peu parce que je suis sur mon tapis de marche. Et pas de souci. Et fin de l'histoire. Ouais. Donc voilà, on arrive à la fin de la journée, on a fait ces 10 000 pas avec la marche, qui est une activité peu taxante, donc qui fatigue très peu votre système nerveux, qui génère très peu de fatigue supplémentaire dans votre vie, donc qui vous permet de continuer à travailler, qui vous permet de continuer à jouer avec vos enfants, à faire vos activités, etc. Donc vous avez amélioré votre santé, ça a été transparent dans votre planning, et ça ne vous aura pas ajouté de la fatigue supplémentaire. Donc en fait, vous avez gagné sur tous les plans. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, au bout d'un moment, quand vous asseyez sur un ballon de yoga, donc un Swiss ball par exemple, comme ça, avec les petites déstabilisations quand vous êtes dessus, ça contracte un peu vos muscles posturaux, les muscles profonds, donc ça casse la sédentarité. Et peut-être que si on veut, certains qui vont s'asseoir sur une chaise, ils peuvent mettre un pédalier par exemple. Comme ça, là encore, on rebouge. Voilà. Il faut qu'on arrive à réaligner notre environnement de travail avec quelque chose qui est bon pour notre santé. Sachant qu'on a tous des métiers de plus en plus sédentaires. C'est ça le revers de la médaille. Ouais, il faut qu'on trouve... moi je pense qu'aujourd'hui c'est une aberration, ce temps de travail assis qui est perdu pour notre santé, parce qu'on peut avoir la même productivité au travail, parce qu'on vit quand même dans une société où la productivité au travail est importante. On peut peut-être le dénoncer, mais n'empêche que c'est là. Et en fait, vous pouvez marcher sur un tapis de marche et que ça soit transparent pour votre productivité, voire peut-être même c'est supérieur, parce qu'on sait que ça améliore les capacités cognitives, parce que ça améliore votre rythme cardiaque et donc ça va oxygéner le cerveau, vous aurez une meilleure mémoire, vous serez plus alerte, etc. Donc pourquoi les entreprises ne le font pas? Parce que ça coûte au départ, mais du coup, toutes les personnes qui nous écoutent là, n'hésitez pas à aller voir votre employeur, ou même si vous êtes chef d'entreprise, réfléchissez, ça va être dur à dire ça. Réfléchissez-y, c'est obligatoire. Il faut y réfléchir clairement, parce que pour ses employés, c'est du bien-être au travail. Pour eux et pour les autres. Et pour les autres, pour tout le monde en fait. Moi je pense que l'évolution passe forcément par là. Les open space seront pleins de bureaux assis debout et de tapis de marche. Tant mieux. Grand bien leur face, s'il faut. Je vais te piquer un truc que vous faites tout le temps dans vos chaînes. Qu'est-ce que toi, récemment, t'as mis en place dans ta vie pour être en meilleure santé, Raph? Alors, j'ai eu 2 garçons, des enfants, ça tourne toujours autour de ça, mais c'est vrai que ça a quand même beaucoup impacté ma vie. Donc forcément, j'ai dû rebattre les cartes un petit peu de l'activité physique que je faisais. Parce que ne plus en faire, c'est pas possible. Et donc ce que je fais, c'est que maintenant je vais au travail en vélo. J'aime beaucoup faire du vélo, j'aime un peu moins faire du vélo dans Paris. C'est un peu compliqué, J'aime un peu moins faire du vélo quand il fait froid, comme ça a été le cas cet hiver, et j'aime un peu moins faire du vélo quand il pleut, comme ça a été le cas au printemps ou à l'automne. Mais en fait, c'est pas négociable. C'est-à-dire que moi, ça me permet, quand je finis ma journée de travail, j'ai fait 20 km de vélo. Donc c'est vrai qu'à cause des enfants, j'ai moins le temps d'aller peut-être en salle de sport. Donc voilà, j'essaie aussi de faire du renforcement à la maison. Et j'ai un peu moins le temps de faire de l'activité physique. Et donc, j'ai décidé de me déplacer en vélo. Même si ça me coûte des fois. Des fois, ça me fait pas plaisir. Quand il fait hyper beau comme aujourd'hui, c'est hyper sympa. C'est fun. Mais il y a des jours où vraiment ça me coûte. Quand j'arrive trempé au travail, qu'il faut que je me change, etc. Mais en fait, il faut prendre du temps pour son activité physique, sinon un jour il faudra prendre du temps pour être malade. Donc en fait, il n'y a pas le choix. Donc j'ai décidé de mettre ça en place. Maintenant je me déplace à vélo et il faut continuer. Cool. Eh ben écoute, c'est une très bonne idée je pense. Merci beaucoup Raph pour être venu sur la chaîne. Vraisemblablement on essaiera de refaire un autre truc. N'hésitez pas vous à mettre dans les commentaires ce que vous voudriez que Raph vous explique du coup dans une prochaine vidéo. Parce qu'avoir un input d'un kiné pour l'activité physique, je trouve ça quand même vraiment cool. Merci beaucoup à toi et à bientôt. Merci, c'était vraiment un plaisir. J'ai adoré passer un peu de l'autre côté, c'était très très sympa. Et puis à très vite, Kevin.